Où va donc l'école publique? Quelles sont les conséquences du régime de concurrence que l'école publique fait subir à une portion importante de ses élèves? S'agit-il d'une crise réelle ou de dérapage passager? Qu'en est-il réellement? Voilà les questions qui vous ont amené ici. Et ce sont les grandes questions assez complexes que nous avons soumises à 4 personnes bien instruites du sujet. Alors, première grande question, pourquoi la notion de crise de l'école publique, on dirait qu'on prend pour acquis cette expression-là, ça revient régulièrement et pas uniquement à la une des médias. Est-ce que l'expression vous semble exagérée ou appropriée pour décrire la situation actuelle? Est-ce que le lien de confiance, autrement dit, entre la société civile et l'école publique est vraiment brisé d'après vous? Alors, Madame Chartrand, je commence avec vous. Si on parle de crise, il faudrait voir si dans la société, dans différentes sphères de la société, on reconnaît qu'il y a un problème majeur. Quand on parle de crise, c'est qu'il y a un problème majeur autour d'enjeux qu'on a définis. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une école en crise, dans ce sens-là. Je pense que l'école publique, c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, est en péril. C'est autre chose. Est en péril parce que ceux et celles qui ont la mission de faire en sorte que cette école publique, cette école de façon générale, que l'institution scolaire de façon générale remplissent la mission d'instruction, d'éducation et par là de socialisation, ces gens-là, c'est donc le corps enseignant, est à bout de souffle, est épuisé et harcelé par toutes sortes de mesures qui sont très loin de la pédagogie et du travail qu'ils sont censés faire, et ils sont donc dans une situation de souffrance et de difficulté, et donc de péril. Parce qu'ils ont aussi affaire à des enfants, souvent de milieux de familles reconstituées ou de milieux extrêmement protecteurs, et ces enfants-là n'ont pas été habitués à ce qu'on leur dise non, à ce qu'on leur dise que le travail, c'est difficile, qu'on ne réussit pas toujours, qu'il faut de l'effort, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas seul au monde, que la classe, que l'école est un lieu collectif. Et donc, il faut prendre soin du voisin, il faut se préoccuper du voisin, il faut se préoccuper de ce qui se passe en classe. Et en plus de ça, un phénomène relativement nouveau aussi qui fait cette situation extrêmement difficile et intenable de l'école publique, c'est l'arrivée en force de parents qui décident qu'ils connaissent plus le travail des enseignants et des enseignantes qu'eux-mêmes, que l'enseignant n'aurait pas dû étudier telle pièce de théâtre ou faire telle activité. Et on voit de plus en plus des directions d'école qui, dans ce milieu de compétition, qui est le système scolaire québécois, prennent la part des parents sans même étudier la situation. Je reçois depuis des semaines, voire des mois, des témoignages qui me montrent qu'il y a vraiment péril en la demeure. Alors oui, je pense que sinon, si on ne parle pas de crise, il faut parler de péril. Et il faut absolument, face à ça, réagir comme citoyen et citoyenne. Oui. Merci, Mme Chartrand. À mes oreilles, le mot péril évoque encore plus l'urgence que le mot crise. Monsieur Lessard, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai regardé un certain nombre de sondages d'opinion de ce qu'on appelle la société civile ou l'opinion publique en général à l'égard de l'école et de l'école publique. Et une des constantes depuis plusieurs décennies, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que les parents d'élèves qui ont des enfants au public sont en général satisfaits de l'école publique. S'il y a crise, elle ne vient pas de ses usagers. Les sondages indiquent par ailleurs que si on n'a plus d'enfants au public ou si on n'en a pas, alors là, on reproduit l'insatisfaction que l'on entend en général, notamment dans les médias. Comme si l'opinion publique était façonnée à l'égard de l'école publique par un certain nombre d'influenceurs qui ne sont pas nécessairement des usagers. Okay? Moi, je pense que c'est une distinction importante, ça. Plus on est proche de ce que l'école fait, plus on semble satisfait. Plus on en est loin, plus on en est insatisfait, ce qui renvoie à l'idée qu'il y a des images qui circulent et qui façonnent les représentations que les gens ont. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est que je trouve que par rapport à la question de la confiance, il faut distinguer le primaire et le secondaire. Sauf erreur, je suis convaincu que l'école primaire québécoise est l'objet d'une satisfaction et c'est l'école de quartier. La plupart des parents ne se posent pas la question, est-ce que je mets mon enfant dans une école privée ou primaire? Je sais qu'il y en a qui le font, je sais qu'il y a des projets qui se développent de ce côté-là, mais on peut dire que depuis la Révolution tranquille, l'école primaire publique
l'école de quartier a répondu, comment dirais-je, a été parfaitement légitime. Pour diverses raisons, j'en ai deux. C'est au secondaire que s'il y a un bris de confiance, s'il y a un doute, s'il y a un péril, c'est au secondaire que ça se passe. Pour deux raisons, à mon humble avis. La première, c'est qu'il y a un réseau privé qui lui fait compétition. Okay. La simple existence du réseau privé, et donc de la possibilité du choix, amène un questionnement, une comparaison entre le privé et le public. L'autre, elle est historique. Je soutiendrais qu'au Québec, le passage entre le primaire et le secondaire a un caractère critique pour les familles qu'il n'a pas dans le reste de l'Amérique du Nord. Et cela tient à notre vieux fond catholique qui faisait qu'à la fin du primaire, quand Antoine et moi étions jeunes, les jeux se faisaient. Ou bien on allait faire un primaire supérieur, ou bien on allait au collège, ou bien on allait chez le marché du travail. C'est resté dans notre culture comme quoi le passage au secondaire est extrêmement important. Alors qu'en Amérique du Nord, je soutiendrais que c'est le passage entre le high school et le college qui est important. L'école primaire et le high school américain, ça ne pose pas de problème, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, il n'y a à peu près pas de réseau privé non plus, mais l'enjeu pour les familles, je vais beaucoup parler de famille ce soir, je vous le dis, l'enjeu pour les familles dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est à la fin du secondaire, quand on arrive au college. Bon. Donc, il y a un facteur culturel. Il y a un facteur culturel, puis il y a un facteur qui est aussi... La concurrence du privé, elle est aussi spécifique au Québec, là. Ni dans le reste du Canada, il y a une concentration de population aussi grande au secondaire qu'au Québec. C'est unique au Canada. C'est unique en Amérique du Nord. Puis la dernière fois que j'ai vérifié, c'est unique à l'échelle des pays de l'OCDE. Il n'y a pas de pays... Un secteur privé financé en grande partie par l'État de plus. Financé ou pas. Financé ou pas. Financé ou pas, il n'y a pas, dans aucun pays de l'OCDE, un pourcentage aussi élevé de la clientèle, enfin de la population étudiante au secondaire, qui est dans des institutions privées. C'est unique au Québec. Bon, on n'a pas besoin de chercher 36 000 raisons aux problèmes qu'on veut débattre ce soir. C'est certainement important. La question parle du lien de confiance entre la société civile et l'école. La société civile, Antoine me corrigera si je me trompe, mais c'est une abstraction. Hein? Il faut décomposer ça. Et pour un sociologue, on va parler des classes sociales. Là. On va parler des classes sociales. Et comme il faut que je sois bref, je vais être un peu caricatural. Oui, puis je vais vous arrêter bientôt. C'est parfait. Mais je veux juste dire ça. Aux deux extrêmes, les jeux sont faits. Dans les catégories supérieures, l'enseignement privé l'emporte. Dans les catégories les plus populaires, l'école publique l'emporte, en partie parce qu'ils n'ont pas le choix. Okay? S'il y a crise, s'il y a péril, s'il y a doute, s'il y a comparaison, s'il y a concurrence, c'est pour le cœur des classes moyennes. C'est elles qui ne sont pas indifférentes à l'école, je pense qu'il faut reconnaître ça, parce que l'école, c'est important pour elles et pour leur progéniture, depuis toujours. Les classes, le cœur des classes moyennes, c'est là que le débat et la concurrence se vit. Et c'est dans ces quartiers-là que ça se passe. C'est pas dans les quartiers défavorisés. C'est pas là qu'il y a des projets particuliers. C'est pas là qu'il y a des écoles privées. C'est dans les quartiers de classe moyenne. Je reviendrai là-dessus. Sociologiquement, ça semble se tenir, Antoine Babi. Bien là, je ne sais plus qu'est-ce qui est la question. Non, repartez de là. C'est parce que mes collègues et amis ont parlé d'un peu de tout ce qui était dans le questionnaire. Ben oui. Mais je voudrais revenir sur l'idée de... Crise réelle? Comment? Crise réelle ou pas? Oui, bien c'est ça, savoir si on est en crise ou pas. Moi, j'aime pas ça, cette problématique de la crise, parce que c'est un maudit beau, c'est un faux fuyant, c'est un maudit beau prétexte pour dire c'est juste une crise, ça va passer. Bon. Alors, je préfère regarder ça comme un phénomène de la dynamique sociale, où me permettrait la simplification de la façon de la présenter, mais qui, pour moi, fonctionne un peu sur un modèle dialectique, si vous voulez. Pour débattre de cette question-là, il faut d'abord
reconnaître, en tout cas pour moi c'est clair, l'école n'est pas neutre. L'école est un enjeu. Oui, les plus vieux pourront dire, il t'est resté quelque chose d'Althusser, oui. Il m'a resté cette idée que l'école n'est pas neutre. Et ça, c'est peut-être le drame des gens de l'école de considérer que c'est neutre et qu'il y a une espèce d'esprit bien disposé qui dispose de tout en fin de compte, etc. Alors pour moi, c'est un enjeu. C'est au plus fort la poche, c'est-à-dire qu'à partir du moment, je pense pouvoir dire, je suis presque en train de le démontrer par un travail de recherche que je fais présentement, que je trouve extrêmement intéressant, que l'école du rapport parent a été le fait des forces progressistes de l'époque, mais que depuis ce temps-là, elle appartient au plus fort la poche, c'est-à-dire essentiellement, c'est l'école de l'entreprise néolibérale, où la fonction utilitariste, préparation à l'emploi, etc., préparation à une carrière, etc., domine surtout, de sorte que finalement, ce qui peut se produire à certains moments donnés, c'est que les forces perdantes ou les forces des antithèses de la thèse qui domine à un moment donné réalisent qu'elles font fausse route, etc., et se mettent à réclamer finalement une autre école. Et on est peut-être rendu à ce point où on est tanné de se faire passer ce que j'appelle des doctrines pédagogiques totalitaires d'État par le ministère de l'Éducation, qui impose. Il demande aux enseignants de faire de la diversification, mais en même temps, il impose une approche à tous les enseignants de tous les ordres d'enseignement pour tous les élèves. C'est le socio-constructivisme, ou c'est le behaviorisme, ou c'est le conditionnement opérant, ou je ne sais trop. Alors, il y a toute une série de... Il faut leur brasser la cage. Et moi, je suis en train de préparer aussi une espèce de réponse au petit livre de notre intellectuel de droite. Non, mais je veux dire, on nage en pleine utopie, puis en plus de ça, on est dans le décor, le délire électoral actuellement. Je trouve que la situation est... Moi, ce que je dis finalement, c'est que le problème est tellement gros que ce n'est plus un problème pédagogique, c'est d'abord un problème politique. Et ce que j'ai dit à mon amie Suzanne, à un moment donné, une fois, c'est effectivement, je pense qu'il faut en venir à accepter de faire de la politique, même dans l'école, entre guillemets, de constituer des forces politiques qui vont porter une école progressiste et qui vont l'imposer aux tenants du néolibéralisme. Parce que ça pourrait être notre tour. Ça ne l'a pas été longtemps, ça l'était à peu près le temps les années 60, à peu près les années 60. Les libéraux sont arrivés. Mais là, ce n'est pas gloire aux libéraux. Hein. Les libéraux sont arrivés, c'est un fait d'histoire. Ils sont arrivés au pouvoir en 60. Et c'est là que Gérin Lajoie et Arthur Tremblay se sont installés pour mettre sur pied une nouvelle école. Bon, alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Et parmi les indicateurs qui font que je trouve que l'école a été dépossédée, il n'y a pas juste le fait qu'elle soit en concurrence avec l'école privée, mais il y a aussi le fait que excusez-moi, je suis intimidé. Hein? Ouais. On ne vous croit pas ici, là. Oui, en tout cas. Tu me crois pas? Non. Bon, écoutez, on reviendra tantôt. On va y revenir. Il y a tellement de choses à dire. On comprend tout à fait. J'ai envie de reprendre un petit peu à propos de M. Lessard pour aller vers vous, Mme Scalabrini, qui disait les gens qui sont près de l'école, usagers, parents, sont contents. Plus on en est loin, plus on est insatisfait. Mais les enseignants qui sont au cœur de l'école ne sont pas satisfaits de l'école actuelle. Pas tous, en tout cas, pas ceux que vous représentez. Je vais me partir par le lien de confiance entre l'État civil et l'école publique. Ça, pour moi, non, il n'est pas rompu. Il est encore là. À preuve, dernière négociation, quand on a vu deux groupes importants, je protège mon école publique, puis Unis pour l'éducation. C'est des gens qui ont pris en main la défense de l'école publique. Donc, on croit encore à son école publique. Mais le lien de confiance entre les enseignants et les dirigeants de l'école publique, de tous les niveaux, lui, il est rompu, tant qu'à moi. Les cris du cœur qu'on entend dans la dernière année, c'est rare qu'on a vu les enseignants et le personnel de l'éducation se lever et dire « on n'en peut plus ». Et pour moi, ça, c'est le résultat de deux grands concepts qu'on a amenés qui étaient inconciliables. Je vais juste prendre la gestion axée sur les résultats. On a voulu
statistiquement parlant, bureaucratiquement parlant, démontrer qu'on pouvait devenir les meilleurs par des chiffres. Mais en même temps, on avait fait un autre choix de société qui est très important, qu'on a moins abordé, là. C'est l'intégration des élèves en difficulté dans nos classes. C'est un choix de société qui était correct. On dit, on veut que ces élèves-là, en difficulté, aient la chance de vivre normalement et d'être intégrés. Mais il y a une promesse qui s'était faite des dirigeants, c'est qu'on serait accompagnés, qu'il y aurait un suivi, qu'il y aurait du soutien, que les services seraient là. Et ça, on n'a jamais été au rendez-vous. Et là, ça s'est dégénéré. On a toujours voulu continuer à avoir les meilleurs résultats, à performer. On est arrivé avec la compétition entre les écoles, mais plus capable de vivre cette compétition-là parce que la classe dite régulière n'existe plus. Quand on est capable de dire que 46 de nos élèves au Québec ne font plus partie de notre classe dite régulière parce qu'ils sont au privé, parce qu'ils sont dans des projets sélectifs, on ne peut pas y arriver. Et même si je suis très en accord avec un grand bout de ce qu'a amené M. Lessard, je vais quand même dire, non, ce n'est pas la même problématique secondaire et primaire, mais il se vit des choses au primaire, puis je dirais, il se vit des choses dès le préscolaire que les enseignants d'expérience n'avaient jamais vues. Jamais vues. Et j'aime répéter et redire souvent, Josée Scalabrini, il y a 30 ans dans sa classe, quand elle avait 2, 3, même 4 élèves qui occupaient un peu de son temps, là, elle pouvait gérer ça. Elle pouvait arriver, puis elle pouvait même dire à un moment donné à sa direction, j'ai besoin d'aide, là. Fais quelque chose, là, j'y arrive pas. Aujourd'hui, c'est 10, 12 de ces élèves-là que tu as dans ta classe, mais tu n'as même plus les performants qui peuvent te donner un coup de main et tirer vers le haut. Et si tu essaies d'avoir de l'aide, elle n'est pas là, elle est inexistante. L'aide dans des écoles qu'on a laissées aller, dans des écoles qu'on n'a pas entretenues, qui amènent beaucoup d'autres problématiques. Donc, c'est là qu'il n'est plus le lien de confiance. Et j'étais dans une école il y a 2 semaines où on essayait positivement de dire comment on peut transformer les choses, comment on va y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut construire et se faire entendre et comprendre. Et c'était dur pour moi d'entendre de jeunes enseignants dire « Josée, c'est parce qu'on n'y croit pas. » C'est fort, là. « Josée, on n'y croit pas, tu es trop positive. » On n'a pas l'espace pour reprendre ça et se battre pour ça. Puis là, il faut que tu dises « Non, 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 on va trouver la façon de se battre. Vous devez encore y croire. » Fait que moi, je ramène toujours, la société aime ses enseignants. À preuve, on le dit, là, faites n'importe quelle enquête, là, les parents sont encore satisfaits de leur école publique. Pourquoi? Parce que le personnel a tenu à bout de bras cette école-là à travers les années. Mais là, on a des chiffres. Le gouvernement aime ça, les chiffres et les statistiques. Il voulait, par la gestion accessoire des résultats, avoir des chiffres. Là, on a d'autres chiffres. On a des chiffres au niveau de pénurie de suppléance, pénurie d'enseignants, épuisement professionnel qui bondit. 50 sur 10 ans, 50 de plus d'élèves en difficulté dans nos classes. Ça, c'est parlant. Et c'est là qu'il faudra, à un moment donné, que ce gouvernement-là soit capable de redonner confiance. Et moi, j'y crois. Moi, je pense que si socialement, on se dit un jour, parce qu'on aime beaucoup se comparer avec l'Ontario, hein, vous savez, c'est un comparatif qu'on aime, l'Ontario, les communautés d'apprentissage. C'est tellement beau en Ontario. Mais quand on parle, par exemple, d'écoles privées, il n'y en a pas en Ontario. Quand on parle de plein d'autres aspects de l'Ontario, des projets particuliers sélectifs, il n'y en a pas en Ontario. Et on nous demande après ça d'être aussi fiers que les enseignants de l'Ontario de notre école. Tant qu'on ne changera pas les choses, tant qu'on ne décidera pas collectivement. Et moi, j'y crois que la société va nous accompagner là-dedans pour dire, parce qu'on y croit à notre école publique, c'est avec le personnel de l'éducation, c'est avec les chercheurs, c'est avec la recherche qu'on doit amener à changer les choses en éducation au Québec. On ne peut pas laisser notre monde en état de crise, parce que moi, j'y crois qu'il y a une crise présentement, là, mais dans le sens de, il y a un cri du cœur du personnel et il faut qu'on les écoute. Merci. On va vous nous amener aussi tout de suite sur au fond, la deuxième grande question, qui est cette concurrence que l'école publique se fait à elle-même, au fond. C'est-à-dire, non seulement on tolère dans cette école plusieurs vitesses, une ségrégation des élèves, vous le dites, entre l'école privée
si abondante ici, vous êtes tous d'accord là-dessus, et l'école publique, mais aussi à l'intérieur même de l'école publique, il y a une concurrence interne entre les écoles à volet particulier et les écoles dites régulières. Alors, quelles conséquences voyez-vous à ce régime de concurrence? Quelles conséquences pour les enseignants, pour les élèves surtout, et pour le système d'éducation lui-même? Antoine Babi? Bien, d'abord, il y a une dispersion des énergies, il y a une dispersion des ressources. Et puis, ça, finalement, c'est un système qui crée une injustice. Moi, j'ai travaillé plutôt avec ce que l'école pouvait apporter comme contribution aux enfants qui arrivent avec des déficits de préparation à l'école, par exemple, le projet de l'éco-réussite derrière Montmagny, là. Mais ce que ce système-là fait, c'est que ça vide les écoles, les classes de leurs ressources. Bon, c'est ça. Puis ça prolonge une inégalité, ça prolonge une conception élitiste. Il faut former une petite élite solide pour être sûr de mater le reste du troupeau. Alors, moi, je suis favorable à la disparition pure et simple de l'enseignement privé, pas juste qu'on cesse le financement, que ça disparaisse une fois pour toutes, à moins de s'assujettir exactement aux mêmes charges, aux mêmes conditions, aux mêmes responsabilités, aux mêmes exigences. Entre autres, à accepter autant d'enfants problématiques. Voilà, voilà, entre autres choses. Ouais. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Scalabrini? Oui, l'effet de tout ça sur les élèves. À ça, vous l'avez dit, il n'y a plus de classes vraiment régulières. Qui nous répète que les enseignants doivent maintenant s'appuyer sur des données probantes, des pratiques gagnantes pour enseigner. Il faut que la recherche fasse partie de nos vies. Moi, je réponds à ça parce que je suis pour la recherche. Pas au goût du jour, par exemple. Pas à la mode, n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous retenez? Et qu'est-ce que vous retenez de la recherche, justement, sur ce double régime-là? Mais ce que j'amène, par exemple, il va falloir que le gouvernement tienne compte de la recherche. Et la recherche dit que la non-mixité scolaire et sociale amène plus de réussite dans les autres pays que quand on épure nos classes, que quand on fait cette concurrence-là, quand on retire nos meilleurs éléments de nos classes et qu'on ne permet pas un vivre ensemble dans nos écoles. S'il faut tenir compte de la recherche, tout le monde doit tenir compte de la recherche. Et ce gouvernement-là qui est en place doit être capable de dire, bien, l'école privée, les recherches nous disent que ce n'est pas gagnant. Les projets sélectifs, ce n'est pas gagnant. Bien, ramenons les... Parce que la concurrence, elle n'est plus seulement entre... tu sais, avant, on disait entre le privé et le public. Après ça, on a dit entre certaines écoles. Non, c'est rendu dans les écoles qu'il y a cette concurrence-là. Et il faut arrêter cette concurrence-là et redonner au milieu des écoles avec des classes équilibrées, avec une recherche de réussite pour l'ensemble des élèves, pas pour une partie des élèves. Oui, Madame Chartrand. Oui, il faut rappeler que depuis 1970, l'école privée, le nombre d'élèves au privé a quadruplé. Donc, ce n'est pas une petite chose. C'est une partie importante. Quand on regarde les travaux du Conseil supérieur de l'éducation, les élèves qui sont privés, pour 72 % d'entre eux, sont issus de familles aisées, c'est-à-dire des revenus parentaux de plus de 100 000 $. Il y en a 7 seulement % qui font partie d'enfants de milieux défavorisés ou à faible revenu. Il y a 5 % seulement d'enfants ayant des troubles de comportement, d'apprentissage ou des différents handicaps. Alors que si on regarde du côté du privé, on a exactement le portrait contraire, c'est-à-dire qu'on a pour les écoles défavorisées et les élèves qui sont favorisés, de milieux favorisés, à l'école publique en général, c'est 6 % de la population. Hein? Ce n'est pas 72. Et moyennement, bien là, il y a effectivement aux deux endroits quelque chose d'un peu plus apparent. Et pour les écoles défavorisées, bien, c'est la masse des milieux pauvres, des milieux immigrants pauvres, et qui sont dans les écoles du réseau public. Les programmes sélectifs, ce n'est pas d'hier, ça fait au moins 20 ans. C'est une réponse à la concurrence du privé. C'est une très mauvaise réponse. C'est une réponse qui essaie de jouer sur le terrain de la sélection sociale, de la reproduction sociale,
sociale, des inégalités. Le projet de la Révolution tranquille, le projet du rapport Parent, c'est que par l'école, on essaie de combler un peu les inégalités de départ, pas de les reproduire au maximum. Hein? On essaie de les combler. Là, l'école publique comme privée ne le comble pas, reproduit à une vitesse grand V les inégalités économique, sociale et culturelle de la population. Dans un pays qui se dit démocratique, où l'État est censé s'occuper représenter la population et avoir comme mandat principal le bien commun. Le bien commun, on le sait, personne ne va dire le contraire de ça, c'est l'éducation, c'est un bien commun. Et donc, la façon dont l'État s'en occupe, c'est une façon qui correspond justement à reproduire les inégalités plutôt qu'être un moteur de réduction des inégalités. Mais en même temps, ça répond à une grande partie, à une grande demande de la population. Bien sûr. Et pourquoi les parents veulent l'école privée pour leurs enfants? Pourquoi ils veulent les projets sélectifs dans les écoles publiques? Parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, et je ne suis pas sûre qu'ils aient totalement toujours tort, je dirais plutôt le contraire, que l'école ordinaire, que les classes ordinaires de la grosse polyvalente de Rochebelle ici, ben c'est pas le genre d'éducation qu'on voudrait pour nos enfants. On aimerait mieux qu'ils aillent à Rochebelle, mais au PEI, et à ceci et à cela. Parce qu'effectivement, là... Pas là-dedans, Suzanne. Bon, je regrette, c'est ce que je pense. Laisse-moi terminer. Alors, je pense que les parents... C'est ce que pensent bien les enseignants? C'est ce que des parents pensent aussi, à savoir que pour leurs enfants, c'est mieux ça. Mais si c'est si motivant d'être dans sport-études, danse-études, art-études, PEI, oui. Si c'est motivant, pourquoi ce n'est pas les élèves qui ont le rapport le plus négatif à l'école, qui ont le plus de difficultés à l'école, qui n'auraient pas ces programmes-là, qui pourraient justement les motiver à aimer l'école et à travailler à l'école, et trouver le français puis les mathématiques pas quelque chose de plate a priori, parce que c'est intégré dans un projet de travail. Alors, c'est absurde que ce soit les classes, les élèves des milieux les plus favorisés qui ont accès à quelque chose qui va enrichir l'école ou le quotidien du régime pédagogique, et les élèves qui auraient le plus besoin d'avoir un rapport fort à l'école, que ce soit par le travail, par l'apprentissage de métier, de musique, de danse, de théâtre, ça n'existe pas pour les pauvres. Et ça, c'est profondément injuste. Et ce n'est pas inéluctable. C'est qu'on a voulu ça, il faut se battre contre ça, puis il faut revenir à autre chose. Parfait. D'après vous, donc, on peut corriger la tendance ou la renverser éventuellement. Monsieur Lessard, êtes-vous aussi critique envers cette concurrence interne et externe? Vous le disiez tout à l'heure, le privé. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis je ne reprendrai pas tout ce que mes collègues ont pu dire. Je suis entièrement d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit, mais je voudrais insister, pour moi, la première conséquence de la concurrence, c'est que ça a transformé le rapport à l'école publique d'à peu près toutes les classes sociales. Elle devient de plus en plus, l'école publique, un bien privé. Et je deviens, comme parent, un consommateur d'école. Et à la limite, je n'ai pas nécessairement voulu devenir un consommateur d'école, mais le mimétisme institutionnel, parlé comme un sociologue, que les écoles publiques, en se mettant à imiter le privé, en développant des filières sélectives, des programmes particuliers, je suis devenu, comme parent, un client. Et la gestion scolaire se conçoit dorénavant dans des approches clients. Un directeur d'école qui exerce du leadership, c'est comme ça qu'on les forme dans nos universités dorénavant, et qui exerce du leadership, il se considère comme un entrepreneur qui doit trouver la niche. Il doit trouver la niche qui va lui permettre d'attirer ou de retenir les bons élèves, de respecter les cibles de la gestion axée sur les résultats, de rivaliser avec ses collègues de la même commission scolaire. Alors, nous sommes, dirait Antoine, en plein néolibéralisme, c'est-à-dire que nous sommes dans un système, c'est la logique individualiste poussée à l'extrême, où nous sommes des acteurs qui cherchent à être rationnels sur un marché. Bon, je trouve que c'est la première conséquence, et c'est peut-être la plus fondamentale et la plus importante. L'école publique n'est plus un bien public, oui. Elle est un bien individuel, monnayable, marchandable, y compris dans le réseau public. Mais en même temps, je trouve que c'est... correspond à une dynamique sociale et économique beaucoup plus large, l'individualisme, ce rapport marchand au monde, profondément matérialiste. Mais permettez-moi d'être un peu ringard, la Révolution tranquille, c'était pas ça. Le projet de l'école publique des années 60-70, c'était pas ça. Ça reconnaissait l'existence de ces facteurs sociaux-là. Ça ne les niait pas. Ils ont toujours été là. Ça voulait même combattre leur effet négatif. Mais ça disait qu'un État qui se tient debout,
est là pour essayer de corriger, réduire, réguler, diminuer, pas laisser l'ensemble de ces facteurs-là jouer de leur pleine force et de leur plein dynamisme. Et là, on est dans un système, on est rendu à un point où, au nom de la liberté de choix des parents, au nom des besoins des parents, j'appellerais ça, à la limite, là, je caricature un peu, la parentocratie. Non, mais c'est vrai. Au nom de cela, aucun politicien ne veut faire autre chose que simplement laisser aller les forces sociales. Je trouve qu'on en est rendu là. Et en ce sens-là, quant à moi, on est rendu, dans certains endroits, les chiffres le montrent, là, un point de bascule. Là. Il y a des écoles primaires à Montréal, dans une commission scolaire que je nommerai pas, mais la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 90 des élèves à la fin du primaire s'en vont au privé. La commission scolaire perd au-delà de 10 000 élèves à la fin du primaire. Elle a 24 000 élèves au primaire. Il lui en reste entre 10 et 14 au secondaire. Le reste va au privé. Puis on peut deviner dans quel quartier. Ce n'est pas dans le bout de la commission scolaire le plus défavorisé. Mais ça change la nature. On n'en est plus là, à des 5 ou 10 dans certains endroits. On en est vraiment dans un point de bascule. Là. Mais connaissons-nous une autre profession au Québec où on a autant de spécialistes de l'éducation? Tout le monde est un spécialiste de l'éducation. Tout le monde est déjà allé à l'école. C'est les parents patrons, là. On a laissé se construire, ce qu'on dit quand les parents sont exigeants. Oui, mais les parents, on a laissé croire aux parents qu'ils avaient le droit de décider de tout ce qui revient à l'école. Quelle autre profession? Et comme ça, aucune. Et ça, on ne l'a pas contré et c'est épouvantable. En faisant ça, on a aussi enlevé l'autonomie professionnelle des enseignants. Il y avait une autonomie qui était reconnue. Il y avait une capacité de décider de ses méthodes de travail, de sa vision de l'enseignement qu'on a enlevée parce que maintenant, il ne faut pas qu'un parent sorte publiquement pour faire scandale par rapport à une école. C'est dangereux, on n'aime pas ça faire parler de son école négativement. Donc, si on met tout le monde dans un moule, si on exige de tous les enseignants de travailler de la même façon, d'utiliser les mêmes méthodes pédagogiques, et si on donne la recette gagnante, parce que les données probantes le disent, et ça, on a laissé se construire ça. Et là, je reviens à ce que M. Dessart dit, où sont les politiciens qui se lèveront debout et qui diront à un moment donné, non, il faut prendre un temps d'arrêt, il faut repenser notre éducation, il faut redonner des conditions, premièrement, et il faut prendre le temps de revoir c'est quoi l'objectif de l'école québécoise. Qu'est-ce qu'on attend de notre école québécoise? Bien, on continue de dire qu'on s'attend à ce qu'elle instruise, socialise, etc., mais l'aspect égalité des chances semble vraiment être passé au deuxième plan. Mais comment renverser cette tendance-là? Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est possible? À quelles conditions? Que faudrait-il? Parce que vous semblez dire que la classe moyenne et que les Québécois en général aiment l'école publique et valorisent l'éducation. Est-ce que c'est si certain que ça? Est-ce que vraiment au Québec, une si grande valeur attachée à l'éducation elle-même? Moi, je pense que oui, à l'éducation, mais à l'école telle qu'elle existe aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre beaucoup de bémols. Parce qu'il se vit toutes sortes de choses difficiles, et là-dessus, je suis plus d'accord avec Mme Scalabrini qu'avec M. Lessard. Le primaire est aussi extrêmement problématique, même dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers particulièrement défavorisés à Montréal, mais à Saint-Hilaire, qui n'est pas une région très défavorisée, je pourrais vous en donner d'autres. Parce que les enseignantes ont dans les classes du primaire des enfants qui ne sont absolument pas socialisés, parce qu'ils ont trop d'élèves en difficulté, noté, étiqueté HDA, une étiquette que je récuse parce qu'elle confond les torchons, les serviettes, n'importe quoi, elle fait une marmelade, un handicap physique qui est être aveugle ou sourd et avoir des difficultés de comportement pour des raisons de socialisation, et puis un élève qui a des difficultés scolaires, ça ne peut pas être mis dans le même bain. Alors là, on a fait une étiquette, on les a tout fossilisés comme ça, puis là, on compte le nombre de HDA. Mais les HDA, il y en a énormément, alors que ce n'est pas une catégorisation sérieuse, et les enseignants du primaire sont aux prises de plus en plus avec énormément d'élèves en difficulté,
qui ont du mal à l'école, elles ont du mal avec eux, et puis les ressources qu'on nous promet, que le nouveau nous promet aussi depuis 2 ans, là, à la volée, chaque semaine, il y a des nouveaux millions qui arrivent, on ne sait pas où, et on ne sait surtout pas où ils iront, mais alors, ils ne sont pas là, on le sait qu'ils ne sont pas là. Oui, je pense aussi qu'on est à un tournant, et que je pense qu'il y a suffisamment de gens dans la population du Québec pour être conscients que ça ne va pas, qu'il faut effectivement se mettre à étudier les choses autrement, former et éduquer les parents et la population à ne pas croire tout ce qu'on dit dans les journaux. On dit dans les journaux depuis X nombre d'années, on remet de l'argent. On a enlevé combien de milliards? Mais là, on va remettre ça par petits millions, et tout ce qui est dit, c'est toujours pour dire, on est en train de régler le problème. Le problème, il ne se règle pas comme ça. Alors, je pense que moi, ça fait très longtemps, ça doit faire au moins presque 60 ans, que je n'ai pas de confiance dans les pouvoirs politiques de notre pays. Alors, ce n'est pas nouveau, mais je ne pense pas que c'est à eux qu'on peut demander des choses. C'est à nous de se mobiliser pour défendre notre école et de défendre l'éducation. Et ça implique de soutenir les enseignants, de soutenir les personnels scolaires, de tout ordre. On parle beaucoup des enseignants, mais tous les orthopédagogues et tous ceux qui sont aux prises avec ces élèves-là, de faire en sorte qu'on récuse tous les termes qui renvoient au néolibéralisme dans l'éducation. Même le terme réussite scolaire me fait horreur. L'école n'est pas faite pour réussir, elle est faite pour faire apprendre. La réussite, c'est une conséquence. Et c'est facile d'avoir des hauts taux de réussite. Faites des examens faciles, tout le monde va réussir. Ce n'est pas ça le but de l'école, la réussite. Et toutes les questions, tous les mots qui renvoient à ces idées de performance, etc., qui sont dominants partout, dont on n'a pas déconstruit le langage, même dans les centres de recherche universitaires. Oui. Vous n'avez pas confiance aux politiciens, dignes filles de vos parents, penserais-je. Mais on est quand même en campagne électorale. Il y a des élections qui s'en viennent. Si les Québécois tiennent autant à l'éducation, pourquoi est-ce que ça ne devient pas l'enjeu majeur de la campagne qui est déjà amorcée jusqu'à l'automne? Moi, c'est à cette condition. Que faudrait-il pour que ça le devienne? Ouais, c'est à cette condition-là que je vois qu'on soit capable d'une action tant soit peu efficace. Cette condition-là comportant nécessairement, par exemple, que les centrales syndicales s'engagent politiquement. Et qu'on mette au pouvoir ce qu'on a fait lors de la Révolution tranquille en 60, qu'on mette au pouvoir un parti qui est porteur de l'école qu'on veut. Tout aussi simple que ça. Et c'est beaucoup. En avez-vous un en tête? Non, il n'y en a pas actuellement. Celui qui s'en rapprocherait peut-être le plus, mais on n'a pas le droit de faire de politique dans une institution scolaire, ça serait probablement l'option... Québec le truc d'Assan, mais qui n'existe plus comme tel. Option nationale à l'époque. Voilà que c'est rallié. Bien, sortons, oui, effectivement, c'est pas le débat. Monsieur Lessard? Non, j'avais envie de faire une remarque un peu cynique. Comment remettre l'éducation J'avais envie de faire une remarque un peu cynique à la pièce. Pour expliquer pourquoi ça a de la difficulté à devenir un enjeu collectif. Je dirais essentiellement parce que le système tel qu'il est, il satisfait à peu près la moitié de la population, à peu près la moitié des élèves. Si on additionne les gens qui envoient leurs enfants au privé ou dans des programmes enrichis, des projets particuliers au public, ça fait à peu près entre 45 et 50 %. Et puis, ce sont les gens les mieux informés, les plus instruits, les plus vocaux sur la place publique. Alors là, le système, là, il fonctionne bien, là, ils en retirent le bénéfice qu'ils veulent. C'est aussi ça que je voulais dire quand je disais que ça devient bien privé, là. Alors, il reste 50 %. Okay? Celles et ceux dont parle Josée, là. Et on parle des enseignants ou Geneviève autour des projets particuliers, pas des projets particuliers, mais des HDA, etc. Ces élèves-là, les poqués, dirait Antoine, les poqués du système, mais ceux-là, ils sont en général sans voix, il n'y a pas grand monde qui parle pour eux ou qui les écoute et qui les entend. Mais ces gens-là n'ont pas nécessairement une voix sur le plan politique. Et quand nos partis politiques disent il faut faire des politiques pour les classes moyennes, c'est la classe moyenne qui élit et qui défait des gouvernements, bien, la classe moyenne fonctionne très bien dans le système tel qu'il existe présentement. C'est cynique de dire ça, là. On ne peut pas gouverner à l'humeur de la masse citoyenne. Si, et pendant longtemps. Non, il faut la raviver si elle est endormie. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je comprends ton indignation, là, mais... Ben non, mais... Mais Antoine Babi dit compte sur les syndicats, pas sur les partis, sur les syndicats qui jouent déjà un rôle de sonneur d'alarme. Et je pense que les syndicats sont très présents depuis quelques années. Et moi,
Jusqu'au Je cahier de sais- pédagogie progressiste? Pardon? Iriez-vous jusqu'au cahier de pédagogie progressiste? Non, mais... Moi, je vais revenir à, concrètement, concrètement, quand on essaye de faire des choses là, Ouais. ce que je trouve extraordinaire, je l'ai dit tantôt, c'est le fait que les enseignants aient pris leur valorisation en main plutôt que d'attendre que le gouvernement les valorise, le fait qu'on ait décidé de parler d'éducation il y a quelques années, la population qui nous a suivis là-dedans, et je pense qu'il ne faut pas lâcher cette dimension-là, il faut continuer à faire connaître ce qu'est l'école, parce que les parents, ce n'est pas par méchanceté, souvent, ils ont fait confiance. Les enfants étaient à l'école, ils ont fait confiance à l'école, puis individuellement, par exemple, ils allaient réclamer des choses pour leurs enfants. Mais collectivement, ils laissaient aller. Quand on est sorti, quand on s'est mis à dire ce que l'on vivait et les difficultés qu'on avait, oui, on nous a suivis. Présentement, ce qui est en train de se passer, c'est les groupes étudiants universitaires versus des groupes d'enseignants qui se disaient non syndicalistes, qui parlent. Ce qui se passe depuis 4-5 ans, là, on n'avait jamais vu ça, une prise de parole en dehors des syndicats. Et je salue ça, moi, le fait que les enseignants prennent la parole pour dire ce qu'ils vivent, pour dire c'est quoi la réalité de l'école, pour être capable de dire nos conditions sont épouvantables, on n'y arrive plus, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et moi, je dis que c'est par ça qu'on va continuer à mobiliser notre monde et c'est par ça qu'on va reconstruire et valoriser notre école publique. Parce que, comme Mme Chartrand, j'y crois encore, moi, à la capacité de sauver notre école publique parce qu'il y a trop de gens qui y croient encore à l'école publique. Mais on n'a pas le choix de dire qu'on aura besoin des gouvernements pour faire ça, parce que les décideurs sont les gouvernements, mais il faut que socialement, comme population, on soit assez fort pour l'influencer, ce gouvernement-là. Malheureusement, présentement, il existe au ministère de l'Éducation un très bon politicien. Un très bon politicien. Faites attention, je n'ai pas confondu, là. J'ai dit politicien. Et tu vas dans des rencontres où il a un charisme. Les gens sont extraordinaires. Il va annoncer pour une 3e ou une 4e fois les mêmes millions. Puis les gens vont dire « C'est formidable, enfin, il a compris. » Et là, on est des enseignants, on prend notre petit bâton de pèlerin et on fait de l'éducation. On fait de l'éducation, puis on dit « Attention, moi, je dirais qu'il y a un bon ministre quand je verrai les réalisations. » Présentement, je peux juste dire qu'il y a un bon politicien, il sait bien se placer. Oui, alors écoutez, de la même façon qu'on aimerait que la colère des infirmières qui dénoncent leurs conditions entraîne des changements dans le système de santé, on aimerait bien que la colère des enseignantes et des enseignants ait les mêmes résultats. On sent des mouvements dans les deux cas à cause des compressions majeures imposées au réseau public depuis quelques années. On sent le même écœurement, la même difficulté. On y a travaillé, on y travaille et on va continuer à y travailler. Oui. Revenons sur le ministre, on peut le nommer, Sébastien Proulx. C'est rare quand même des ministres québécois qui se fendent de livres, d'essayer de mettre sur papier leur vision dans ce cas-là de l'éducation. Alors il le fait et je l'ai lu parce que je vais le recevoir au Salon du Livre. Et il plaide pour un retour de l'histoire, pour la formation générale, pour la littérature, pour l'importance d'une formation générale de base solide pour les enfants. Et à lire tout ça, on a l'impression qu'il définit exactement, ou à peu près, là, évidemment, l'école progressiste dont vous rêvez, Antoine. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, là, que Cabrini bon parlait Esprit de- critique, formation générale, parlait de- connaissance, il emploie tous ces mots-là. Ce gouvernement-là a une brochette de sophistes impressionnants. C'est des gens qui parlent bien, c'est des gens qui ont l'air de dire des choses qui ont du sens, puis quand ils se sont fermés la trappe, à un moment donné, tu dis « Qu'est-ce qu'il a dit? » Moi, je l'ai lu, ce livre. Attendez. Philippe Couillard, toute la maudite gang, y compris notre ministre de l'Éducation. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis on se laisse prendre avec ça. Vous vous êtes laissé prendre par les belles allures de Trudeau. Vous êtes laissé prendre par les belles allures de Zuckerberg. Non, mais c'est vrai. On poigne au beau discours. Bon, ben, on va vous en faire un beau discours. Alors, on parlait de Sébastien Proulx, mais vous l'avez lu, son livre? Je l'ai lu, bien son sûr. livre. C'est un paquet de sophismes, un paquet de lieux communs. Qui va dire que l'éducation, c'est pas important dans un pays qui se dit civilisé? Personne. Alors que dire ça 22 fois sur 144 pages, ça ne m'impressionne pas. Dire que l'histoire, c'est donc intéressant.
Ben oui. Tout le monde disait ça. Tout le monde dit encore ça, que l'histoire, c'est bien intéressant, et puis ça nous aide à se conduire dans la vie et d'aller plus loin dans notre société. Que la lecture et la littérature, c'est donc beau. Et c'est donc utile de savoir lire et parler en français dans un pays francophone. Mais c'est des lieux communs. Mais il les dit, il les répète à satiété, et hop, après 4-5 pages de beaux lieux communs, d'état d'âme d'un bon papa qui est allé à l'école privée, qui envoie ses enfants à l'école privée, puis qui dit que c'est donc beau l'éducation, hop, il arrive quelque chose qui est une contradiction flagrante, non articulée, non argumentée. Là-dedans, il y a réglons les problèmes du corps enseignant, ayons une corporation d'enseignants. Changeons le régime pédagogique. Comment? On va-tu mettre moins d'histoire, plus d'histoire? Le truc des finances, là, 5e secondaire, qui ont coupé une partie du monde contemporain en 5e secondaire, lui, il ne parle pas de ça, lui, mais il dit que la programmation devrait être enseignée dès le primaire. C'est utile, la programmation informatique. Ça devrait être enseigné dès le primaire. Il y a des tonnes de contradictions, il y a des tonnes de choses qu'il apporte. Oui, il dit ça textuellement. Et il y a plein de choses qu'il ne dit pas. Alors, c'est un texte très habile. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très habile, mais c'est un texte vicieux, c'est un texte malhonnête, c'est un texte qui n'étudie rien de la réalité de l'éducation d'aujourd'hui. On va s'arrêter là, mais restons sur la question des enseignants, parce qu'effectivement, vous le dites depuis le début... C'est réglé, la question est réglée. La question est réglée. Non, mais reprenons l'une des idées du ministre actuel, c'est-à-dire une évaluation systématique des enseignants, effectivement, entre autres par la création d'un ordre des enseignants. Est-ce que ça pourrait être intéressant que des pairs évaluent leurs pairs? Je vous pose la question. Josée Scalabrini. On va repartir de la base. C'est quoi un ordre professionnel? Un ordre professionnel, c'est la protection du public. J'ai demandé au ministre, s'il vous plaît, de prendre le temps de bien connaître sa loi de l'instruction publique et de bien connaître les ordres professionnels et de venir me dire en quoi un ordre professionnel va venir mieux protéger le public que tout ce qui existe dans la loi de l'instruction publique. Si on était capable d'expliquer à la population c'est quoi, déjà on pourrait arrêter toujours à revenir sur ce vieux débat-là qui devrait être réglé depuis longtemps. Deuxièmement, j'avais un deuxièmement, c'est ça. Je peux le prendre. Pour moi, c'est une aberration. L'évaluation des enseignants, là, il existe, et la loi de l'instruction publique encore, et la convention collective qui permet en tout temps à une direction qui veut faire le suivi de son personnel d'être capable d'évaluer son personnel. Alors qu'on le fasse, moi comme enseignante, quand je veux des services dans ma classe pour mon élève en difficulté, je m'excuse, on me demande de remplir ça d'épais, de formulaires au complet, de prendre des heures pour avoir des fois quelques minutes de ça. Puis c'est à tous les jours là, que je dois suivre cet élève-là. Et une direction d'école ne serait pas capable de faire le suivi d'un enseignant et être capable de dire « Oups, cet enseignant-là n'est pas à sa place pour telle raison » ou « Oui, cet enseignant-là, voyons donc. » C'est une aberration, c'est détourner des vrais problèmes d'éducation par ce qui est payant politiquement, et on y revient à chaque fois, et ça pogne à chaque fois. Oui. Monsieur Lessard, vous trouvez aussi que c'est une mauvaise idée qui ne résoudrait aucun des problèmes dans la réalité? C'est pas la première fois qu'on discute. Non, c'est un vieux. C'est un vieux débat. Est-ce que le Conseil supérieur avait pris position, clairement? Non, il constatait une certaine impasse, et puis il avait suggéré, quelque part en 2003-2004, que peut-être un comité de sages, si ça existe, pouvait se pencher sur cette histoire-là pour essayer de débloquer la situation, mais il considérait que c'était complètement bloqué. C'est pas la première fois qu'on en discute. Ça canalise beaucoup d'énergie. Et puis moi, j'arrive à la conclusion que c'est un élément de distraction complètement inutile. C'est pas de ça qu'il faudrait parler. J'ai déjà été favorable à l'ordre professionnel, je le dis, il y a 20 ans ou 25 ans, lors d'un premier débat. J'étais favorable. Je trouvais que c'était pas une si mauvaise idée, surtout en termes de reconnaissance professionnelle ou d'autogouvernement. Je sais que tu n'étais pas d'accord. C'était les raisons que j'avais à l'époque. Une forme de reconnaissance professionnelle, une forme de maîtrise de la profession sur sa propre gouvernance, notamment la formation initiale et continue. Parce qu'un ordre professionnel, c'est aussi des choses que l'État cesse de faire et qu'il délègue aux groupes professionnels. Oui. Il y a dont aussi la formation continue. Dont la formation initiale et continue. Oui. Bon, OK? Bon. C'était la vision que j'avais à l'époque.
Il y a deux raisons qui m'ont amené à changer d'opinion. L'avis du Conseil interprofessionnel du Québec, qui avait étudié à l'époque, parce que le gouvernement avait demandé à cet organisme-là, qui règle les professions au Québec, leur avait demandé de regarder la question de l'enseignement si ça nécessitait un ordre professionnel. Et cet organisme-là avait dit non. C'est pas rien, là, je veux dire, c'est l'organisme qui est juridiquement chargé, puis qui est chargé de réguler les corporations, puis de dire au gouvernement, oui, on en fait une ou on n'en fait pas, avait dit non. Il avait dit non essentiellement parce qu'il trouvait que la loi de l'instruction publique et un certain nombre de mécanismes en place suffisaient pour protéger. Et pour garantir l'autonomie des enseignants. Peut-être qu'il fallait revoir certaines choses, mais c'était mineur. Il n'y avait pas de quoi faire une révolution de palais, là, mais qu'il y avait des mécanismes en place. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, et enfin pour un universitaire, c'était intéressant comme question, c'est comment est-ce qu'on mesure ça, la compétence? Comment je peux mesurer l'incompétence d'un enseignant suffisamment incompétent pour que je le retire de sa classe et pour que je lui dise qu'il cesse de pratiquer? Dans certains métiers, comme la médecine, les actes sont précis, ils sont procéduralisés, et vous pouvez dire « il a laissé le scalpel dans mon ventre ». Okay? Mais encore là, les radiations sont rares. Ou il s'est trompé de diagnostic, il m'a programmé pour une série d'affaires, puis ce n'était pas la bonne chose. On peut identifier clairement dans ces métiers-là la malpractice. Dans l'enseignement, c'est souvent une somme de petites affaires qui, avec le temps, finissent par avoir des effets sur les élèves. Mais c'est rare qu'on puisse dire, ce qu'il a fait là, faute professionnelle. Ce matin, c'est une faute professionnelle tellement grave, je ne parle pas des fautes criminelles, là. Ça, c'est déjà prévu par la loi. Mais une faute pédagogique telle qu'il faudrait le retirer d'une classe et de dire qu'il est incompétent à vie ou qu'il est passible de sanction. Pas évident dans l'enseignement. Je vous mets au défi, là. Oui. Je vous mets au défi de définir ça. C'était deux simples et bonnes raisons pour dire un instant avec l'ordre professionnel, là, transposons pas des schèmes qui fonctionnent peut-être bien dans d'autres métiers, mais qui ne fonctionnent pas si facilement dans des métiers de relations humaines. Bon. C'était ce que je voulais dire sur l'ordre professionnel, mais ceci dit, je ne pense pas qu'on n'a pas de besoin. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'on en a besoin. Non, ce qui veut pas dire que l'enjeu de l'évaluation d'enseignement n'est pas un vrai enjeu, n'est pas une vraie question. Je suis d'accord avec Oui. Ça, c'est une vraie question. Alors, comment le faire? Comment l'améliorer? Justement, moi, j'ai été enseignante au secondaire à une époque où j'ai été dans 6 écoles différentes. J'ai rencontré un directeur qui avait une pensée pédagogique et qui avait un leadership pédagogique. Les 4 autres étaient, des fois, avaient le temps de s'en occuper, mais généralement s'occupaient de discipline et de chiffres. Maintenant, les directions d'école, de façon massive, sont des gestionnaires de l'entreprise privée ou publique qui est l'école. Les gestionnaires, ils remplissent un nombre incroyable de formulaires, tellement qu'ils imposent maintenant à des enseignantes et à des enseignants de remplir à leur place des formulaires parce qu'ils n'y arrivent plus. Il y a une bureaucratisation énorme du système. Et donc, en vertu de quoi les directions d'école, qui sont des gestionnaires d'entreprise, auraient un regard pédagogique pertinent sur le travail d'enseignants et d'enseignantes. Alors, ce n'est pas ça. L'évaluation, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait en avoir, périodique, aux 4 ans, aux 5 ans, mais pas de façon chiffrée, pas de façon mesquine, de façon à ce qu'un certain nombre d'enseignants, ensemble, puissent dire, voilà, moi, j'ai tel problème, moi, c'est tel autre, etc. Comment on peut faire un travail collectif, un travail d'entraide fraternelle pour s'aider à faire mieux. Une fois qu'on a soi-même, quand on est enseignant, on sait là où on est très bon, là où on est moins bon, puis là où des fois on n'est pas très bon du tout. Alors, on est capable de discuter. Là, il y a un travail qui pourrait être fait, et avec un travail sérieux, et avec des universitaires ou avec d'autres mondes, on pourrait se mettre des balises, mais pas une évaluation tatillonne au quart de point et qui est faite par des gens qui ne sont pas au cœur de la mission de l'école, qui est l'éducation. Oui, Antoine Babi, avec quel aspect, non, juste revenir sur pas un point. d'accord? L'ordre professionnel ne donne pas de prestige et de considération sociale. Je sais que tu penses ça depuis longtemps. Ben non, mais non, attends un petit peu, là. Mais je vais te donner mon test. Oui, Donner mon test. Fais-toi tourner la liste des ordres professionnels du Québec, puis tu vas avoir des choses comme inhalothérapeute. Oui. Bon, des métiers qui n'ont aucune considération sociale. Et si tu regardes à une échelle de prestige social, celles qui en avaient avant de devenir ordre. C'est vrai. Médecin, avocat... Et l'autre, ben oui, c'est ça. Tu as raison. Ingénieur, etc. Oui. Ouais.
Mais on va se dire qu'à travers les années, au nombre de fois qu'ils l'ont ramené, là, la mission dont ils voulaient donner à l'ordre professionnel a changé. Avant, on parlait toujours que c'était pour valoriser la profession. Oui. Quand on a été capable de le contrer puis démontrer que c'était pas Excuse-moi, ça, mais là- notre ministre le met comme une condition de valorisation du métier. Oui. De valorisation du métier. Un Un ordre ordre va emmené aussi. beaucoup plus en J'ai- lien je avec peux- la formation. Je peux les citer textuellement ou presque. Tu sais. Un ordre va aussi leur donner plus de considération sociale. Wow. Et cette formation-là, moi, j'ai demandé en 5 ans au moins à 3 ministres différents. Pouvez-vous nous amener des chiffres sur les formations que suivent les enseignants? En avez-vous des chiffres? Parce que nous, comme syndicat, on était allés en chercher des... Est-ce qu'il est vrai que les enseignants ne se forment pas? Puis on a fait des enquêtes, on a fait des recherches et on a les chiffres qui disent que les enseignants au Québec se forment. Mais le gouvernement, lui, aucun chiffre là-dessus. Est-ce normal d'accord. Non, c'est quand pas. on amène ce Mais point-là? attendez, vous parlez de formation continue. Mais c'est ça, mais c'est évidemment. parce que, au fond, là- non, c'est parce qu'au fond, derrière l'enjeu de l'ordre professionnel, les deux vraies questions, si on évacue celle de la reconnaissance, les deux vraies questions, c'est l'évaluation de l'enseignement puis et la formation continue, La le développement formation. professionnel. Il y a des gens au Québec qui considèrent que les enseignants n'ont pas suffisamment de formation continue et qu'il faudrait leur imposer. Je me souviens, quand j'étais au Conseil, on a préparé l'avis sur le développement professionnel. Je m'excuse, là, mais j'ai ramé fort pour empêcher qu'on impose le développement professionnel. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Si on professionnalise l'enseignement, on ne peut pas imposer d'en haut à des soi-disant professionnels, on ne peut pas leur imposer du développement professionnel qui n'est pas de leur ressort, qui n'est pas autogéré par eux, Oui. à leur Oui. initiative. On ne peut Oui. pas faire ça autrement. Cela là. dit, est-ce que la Mais c'est vrai que formation c'est initiale, c'est vrai que elle- c'est- je veux juste dire, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, Oui. celui du développement professionnel ou de la formation continue tout au long de la carrière, puis celui de l'évaluation de l'enseignement. Alors, enlevons de la table l'ordre et prenons le temps de discuter et, j'oserais dire, de négocier avec les syndicats ces deux questions-là. Voilà. Revenons encore plus en amont sur la formation initiale. Est-ce que Oui. vous jugez, vous, avec toute l'expérience que vous avez, qu'elle pourrait être améliorée? Parce que, Bien sûr. évidemment, que les... Qu'est-ce qui ne peut pas être amélioré? Attendez. Évidemment, moi, je trouve ça affolant que c'est quoi le tiers des jeunes enseignants sortent du métier avant 5 ans, un Mais chiffre c'est pas comme trop celui-là. Ah oui, mais Et OK. si on ajoute ça, évidemment, à la fatigue, au départ, au remplacement, et pas uniquement Ouais, pour des bon. congés de maternité qui se multiplient dans le réseau, c'est à cause des conditions de travail. Mais est-ce que ça se peut que la formation initiale ne les prépare pas complètement à la réalité du terrain? Je crois que c'est un problème. On peut regarder la formation Parce qu'on initiale. donne toujours l'exemple de la Finlande, où la sélection est beaucoup plus sévère Ah, ça, c'est à autre l'entrée. chose. Mais ce que je dirais, moi, Il y a personne. plein d'étudiants en éducation ici, là? Non, mais si vous voulez parler, si vous voulez parler de la déperdition des jeunes enseignants, du fait qu'ils abandonnent le métier en nombre important pendant les premières années de la pratique, à mon humble avis, là, je ne veux pas tout mettre le focus là-dessus, mais c'est un vieux dossier, celui de l'insertion professionnelle des jeunes enseignants, qui se retrouvent souvent à Dans les pires classes. dans des contrats précaires pendant 6-8 ans, à faire n'importe quoi, dans des écoles difficiles, parce que, je m'excuse, là, José, mais la loi de l'ancienneté fait que... mais on s'expliquera. Puis je la comprends, la loi de l'ancienneté, parce qu'elle joue aussi à l'université. On se comprend, là. Il y a des chargés de cours dans la Mais salle. c'est vrai que c'est vrai que des enseignants, l'insertion est vécue sous le mode de la survie. Elle n'est pas vécue sous le mode de l'insertion progressive, graduelle, Accompagné. où j'apprends à vérifier mes compétences, où j'apprends à m'exprimer dans l'enseignement. J'apprends à survivre, pointe à la ligne. Et je prends souvent des mauvaises habitudes sur le mode survie qui me restent pour le restant de ma carrière. Je peux en témoigner comme professeur d'université. C'est comme ça que j'ai appris à enseigner, sur le mode de la survie. Alors, C'est vrai. C'est comme ça que j'ai appris. Mais là, on parle de je sais l'insertion. que j'ai pris des mauvais plis, mais Oui. il faudrait, excuse-moi, là, il faudrait négocier avec les cadres scolaires et avec les syndicats d'enseignants un vrai régime d'insertion professionnelle qui valoriserait le métier. Bon Dieu, ça n'a pas de sens tel que ça se passe. Dans aucun des métiers, ordre professionnel ou pas, l'insertion est aussi problématique, aussi difficile dans bien des cas. On se rejoint.
OK. sur l'insertion professionnelle. C'est beau. On a besoin d'insertion professionnelle. Mais moi, je vais toujours ramener, là, est-ce normal qu'il y ait tant de disparité dans la tâche des enseignants? Puis je vais toujours redire, c'est les directions d'école qui ont à faire cette répartition-là des tâches. Et quand j'arrivais dans un groupe d'enseignants où il y avait des conflits, je leur disais, dans la convention locale, où est-ce que c'est écrit que c'est l'ancienneté qui a... Il y a certains, la convention locale l'avait, mais ce n'était pas dans toutes les conventions locales, puis chez nous, ça ne l'était pas. Puis je disais, il n'y a rien qui dit que c'est l'ancienneté qui doit déterminer. Vous avez à vous déterminer le cadre dans lequel vous allez vous distribuer les tâches. Et plus les directions tenaient compte des tâches qu'ils composaient, qu'ils faisaient... Pour le secondaire, j'étais plus au secondaire, et après ça, au primaire, c'est sûr que dans un village où tu as une classe de 1, 2, 3, puis l'autre de 4, 5, 6, là, c'est assez dur pour une direction de faire des tâches équilibrées, là. Mais n'empêche, dans un système scolaire, on devrait avoir des classes plus équilibrées. Puis encore une fois, je reviens à ma composition de la classe qui est inacceptable depuis des années à cause du système qu'on a bâti. Voilà. Revenons sur la formation initiale. Qu'est-ce qu'on devrait y revoir si tout peut s'améliorer? C'est l'objet d'un autre débat. Je veux dire, on en a pour des heures à parler de ça. Il y a des choses à améliorer, c'est évident. En une minute. Mais non, j'entrerai pas là-dedans. Une des choses que je déplore, en fait, le problème, c'est pas la formation initiale comme telle, c'est la formation initiale à l'enseignement. Et c'est donc de penser, est-ce qu'une formation initiale, c'est le tout de l'enseignement? Et qu'une fois qu'on arrive dans la classe le premier jour, on sait tout, on connaît tout. Non, aucun métier. Le pâtissier n'est pas comme ça, puis du charpentier non plus, et personne. Et donc, il faut juste voir la formation. Et c'est un leurre de penser qu'on est prêt pour enseigner quand on sort de l'université. On est un peu prêt, mais on va être à l'épreuve des faits et on ne sera pas toujours prêt. Et au bout de 5 ans, des fois, on en apprend des choses. Donc, ce n'est pas tant voir ça comme ça. Il y a une contradiction entre ces deux mondes, le monde de la formation initiale, le monde de l'enseignement. Il faut voir un arrimage et là-dessus, les programmes, et ce n'était pas mon option, mais c'est celle qui a été imposée par le ministère, c'est d'augmenter beaucoup les heures de stage où les élèves, les étudiants universitaires sont dans les classes avec des enseignants associés et donc sont dans la réalité. Mais se faire dire par des enseignants en exercice, tu sais ce que tu fais à l'université, ce n'est pas la réalité. C'est une autre réalité, c'est d'apprendre des choses. Et quand on dit le contraire, tout ce que j'ai fait à l'université, ça ne m'a rien servi, ben c'est qu'on est un parfait imbécile si on dit ça, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a appris des choses, si on a voulu apprendre des choses. Et ce qui m'inquiète dans la formation initiale, dans cette vision néolibérale de l'école et de la formation, c'est que les cours de philosophie de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, de sociologie de l'éducation, ce n'est pas bien utile, ça, avec tes HDA. Alors, tu n'en as pas besoin. Tu aurais plus besoin de d'autres choses. Et c'est justement ça. Le gouvernement, le ministère va de plus en plus, avec son CAFPE, va de plus en plus arriver à promouvoir une formation plus utilitaire, plus utilitariste, plus de former du monde pour la job qu'on leur demande. Et c'est contre ça que les universitaires doivent se battre et les facultés de sciences d'éducation doivent se battre, mais je ne les vois pas souvent se battre. Antoine. Moi, si j'avais à intervenir sur la formation initiale, je pense qu'il y aurait peut-être 2 points. Par exemple, je donnerais beaucoup plus d'importance à la formation pratique. Je suis en train de bricoler une espèce de formule de compagnonnage là, qui ferait que, par exemple, on va dire au primaire, un enseignant, quel que soit son âge et son sexe, ne serait jamais seul en classe. Il y aurait des stagiaires, il y aurait en même temps des orthopédagogues, etc., qui signifieraient évidemment un doublement et un triplement d'investissement de ressources dans les écoles. Donc, ce serait la première chose à faire. Et je donnais plus d'importance à la formation pratique. Et je mettrais l'accent carrément sur ce que j'appellerais une formation professionnelle fondamentale. Actuellement, j'ai fait un décompte il y a quelque temps des bacs d'enseignement au Québec, au secondaire comme au primaire, et 66 70 des activités d'un bac sont de l'ordre de la technique, du how to do it. C'est pas vrai ça, Antoine. C'est pas vrai ça, Antoine. Absolument. Non. Absolument. Tes calculs sont pas bons. Bon, OK. Je vous mets au défi, faites le travail Oui. et on correspondra ensuite par Internet. Voilà, Ça, on va c'est pas s'arrêter vrai. là. Moi, je trouve que l'accent de la formation à moins que la actuelle didactique, ça soit est de la beaucoup trop technique. technique. Beaucoup c'est pas trop vrai. techniciste. Beaucoup trop techniciste.
Et moi, je mettrais beaucoup plus de place sur la formation générale, la formation humaine. Ce que je dis et ce que je répète peut-être trop souvent, c'est ce dont les enfants ont besoin. Ce ne sont pas des techniciens ni des magiciens. Ce sont des maîtres d'humanisme, des maîtres d'humanité. Donc, ils possèdent une passe par culture les disciplines générale. scolaires. L'histoire, Oui, on mais ça- apprend à mais ça- enseigner l'histoire, mais ça on fait- apprend à mais enseigner au les primaire, mathématiques, au primaire, les c'est sciences, le différent quand français. même. Oui. Et ça s'appelle les didactiques disciplinaires. Oui. Et si tu Mais appelles ça de la attendez. technique, on n'est pas d'accord, mais pas du tout. Parce Attendez. que c'est justement autre chose que des On techniques. s'arrête là, on s'arrête là, D'accord. parce qu'on ne veut pas parler en profondeur. On pourrait le faire longtemps, effectivement, de didactique, parce que vous avez identifié, je pense que sur le fond, vous êtes d'accord sur la plupart des enjeux. Alors, Mais pas comment là-dessus. faire maintenant? Comment changer ou modifier ou corriger ou arriver à détourner un peu cette approche néolibérale qui vraiment nuit à l'égalité des chances? C'est très, très clair. Comment améliorer les conditions de travail de plus en plus invivables? Comment mieux financer? C'est-à-dire quels arguments, comment convaincre l'opinion publique, mais éventuellement les dirigeants, parce que ce sont eux qui ont les cordes du portefeuille de mieux financer ce système-là. Et comment vraiment faire des changements majeurs, rapides, visibles sur des enjeux aussi précis que l'insertion professionnelle. Alors, on arrive à la fin de la période d'échange entre vous, avant de passer à vos questions et à vos interventions. Et on vous demandait carrément, pour conclure, si demain, on vous offrait la direction du ministère de l'Éducation en dehors là, de toute allégeance politique. Disons que vous êtes le candidat, le ministre d'Option nationale au pouvoir, Antoine. Qu'est-ce que vous auriez envie d'en faire? Quelles seraient Prendrais-tu vos comme actions, sous-ministre? vos actions prioritaires? Je veux pas être Oui, ministre. oui. Prioritaires. Alors, Je mettrais sur pied ce qu'on appelle... le mot Finlande n'a pas été prononcé encore. oui, je l'ai dit Oui, tantôt. c'est vrai, en excusez-moi. parlant des Ok, ça va enseignants. être la troisième fois. Alors, je mettrais sur pied, ici au Québec, en lieu et place de l'école à parcours sans issue, je mettrais sur pied l'école fondamentale, qu'on appelle aussi l'école commune. C'est un tronc commun jusqu'en 9e année de scolarité. Et aucune exigence extérieure n'a droit de s'imposer, par exemple, dans les choix d'options, etc. Pas plus les paliers supérieurs d'enseignement que, par exemple, les métiers, les professions, etc., en termes de prérequis. Pas le droit de toucher à ça. Qui Donc, détermine le tronc commun? ce sont les enseignants. Les enseignants là-bas, je m'excuse, bon, ils vont dire, t'as encore un autre qui croit au miracle. Mais non, moi, je ne pense pas que la Finlande, ils font des miracles. Mais je pense qu'ils font, sur bien des questions, un petit peu mieux que nous autres, puis ça suffit pour qu'on s'en inspire, en faisant les adaptations nécessaires. La deuxième mesure, c'est que je cesserai illico de subventionner l'enseignement privé. Et la troisième mesure va vous surprendre, je favoriserai, sans intervenir, sans comment je dirais ça, entamer leur autonomie parce qu'ils en sont bien fiers, mais je favoriserai l'action du communautaire en amont de l'école parce que je suis en contact avec des expériences qui sont absolument fantastiques. Mais les gens des communautaires, c'est des gens tranquilles, c'est des gens qui ne pètent pas de brou. La plupart du temps, ce sont des femmes, donc c'est des gens qui sont efficaces. Non, mais c'est vrai. Et tranquille. Et sous-payés. Je suis encore ébahi à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller les voir. Ça s'appelle le projet de l'éco-réussite. Et ce sont tous des travailleurs sociaux, travailleurs communautaires. Au départ, il n'y avait personne de l'école comme telle. Là, maintenant, l'école collabore très bien. Mais ils ont le premier plan, la première année de leur plan, ou les premières années de leur plan, ils travaillaient avec les 0-8 ans. 0-8 ans, OK? Et ils ont mis sur pied, c'est les petites voix, oui, ils ont mis sur pied un train de mesures. C'est ça pour vous prouver l'utilité d'impliquer le communautaire. Ils ont mis sur pied un train de mesures, ils appellent ça des actions, je ne sais pas trop quoi. Ils n'ont rien inventé, ils en ont peut-être inventé quelques-unes, mais ils ont pu les prendre à gauche et à droite, mais le choix est très judicieux. Et ce sont des activités qui, pour l'essentiel, visent à rendre plus familiers à des enfants de milieux défavorisés, parce que c'est défavorisé à la planche, qui vise à rendre plus familier l'univers de référence scolaire, OK? Et alors, plus familier à ces enfants-là, pour combler ce que j'appelle un déficit de ressources d'éveil. Mais ça a été établi notamment dans la très belle recherche qui a été faite par Larose à la CSQ, là. Donc, je pense que ces gens-là doivent... Détiennent l'une des clés, en tout cas. Oui. Bien, c'est peut-être Si on pas la pense seule d'abord façon. aux enfants mais et à pour l'égalité des mais chances. Pour faire en sorte que les enfants de milieux défavorisés n'arrivent pas à l'école avec un trop gros déficit par rapport aux enfants
dont les familles sont bourrées de ressources, d'éveil et tout ce que vous voudrez. Alors, effectivement, ce qu'ils font, c'est d'impliquer la communauté à tous les niveaux. Par exemple, ils vont demander aux plus vieux de l'école élémentaire, des enfants de 5 et 6, d'enseigner à lire aux plus jeunes, etc., etc. Donc, il y a toute une série de mesures comme ça. Mais ça, c'est reconnaître que l'éducation, c'est vraiment un enjeu social. Oui. Et que de garantir ou d'essayer d'améliorer l'égalité des chances, ça ne relève pas que de l'école. Non. Qu'il faut que ça soit beaucoup plus largement mais ils ont d'autant plus de mérite que les rapports entre l'école et le communautaire n'ont pas toujours été harmonieuses. faciles. Tout à fait. Il y a des jalousies là-dedans. Merci beaucoup, Antoine, de Territoire. Josée Scalabrini? Okay, oui? Bon, moi, vous êtes ministre demain ou après-demain? Questions, avec des confrères et consoeurs, ils m'ont dit, Josée, 4, fais-toi plaisir. Mais j'ai dit, si je me fais plaisir, je ne le prends pas. Mais ce n'était pas là. Vous me le donnez, donc je vais y aller pour... Premièrement, moi, c'est redonner l'autonomie professionnelle aux enseignants. Ça, pour moi, c'est la première chose. Dans ça, amener avec ça, si on a un projet de société qui est l'éducation, bien, c'est un temps minimum prescrit pour les matières qu'on dit obligatoires. Ce n'est pas normal qu'on laisse dans les milieux à chaque année des conflits sur le temps qu'on va donner à des matières qui sont supposées d'être obligatoires, mais qu'on doit se chicaner à chaque année pour savoir quelle matière aura le plus de temps. On veut des matières obligatoires quand ils donnent un temps minimum prescrit. Quand on saura ce temps-là, après ça, on décidera dans les écoles si on veut y ajouter autre chose, si on veut devenir une école avec des valeurs hautes ou des activités hautes, mais commençons par ça. Après ça, pour moi, deuxièmement, la composition de la classe. Il faut revoir la composition de la classe. Il faut revenir à des classes dites régulières. Bien, pour ça, je m'excuse. Il faut abolir le privé, il faut abolir les projets sélectifs et il faut redevenir une école mixte et une classe mixte. C'est ce que j'appelle l'école fondamentale. Une école commune jusqu'à la 9e année, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec... Jusqu'à la fin du secondaire. Une insertion professionnelle qui inclut la diminution de la précarité. On le dit, la précarité, les équipes non stables dans les écoles. Quand on nous a toujours dit qu'une équipe stable dans une école pouvait qu'être positive pour un milieu, bien, arrêtons de tenir les jeunes enseignants dans la précarité. On en a de l'emploi, donnons de l'emploi aux enseignants. C'est pas normal que 46% des enseignants au Québec soient encore précaires. Puis on ne peut pas passer à côté, pour moi. On ne peut pas être ministre de l'Éducation sans être capable de parler des conditions de travail. Il faut être capable de s'asseoir et réellement, avec une sincère volonté, parler des conditions de travail dans lesquelles on est plongé et trouver des solutions pour sortir de ces conditions-là. Merci. Alors, 4 enjeux. Suzanne Chartrand? Madame la ministre. Bien, justement, il me semble, on est d'accord là-dessus, la question de l'éducation est un problème politique. Or, cette question-là, je ne veux pas être désagréable, encore moins poli, est une question oiseuse. Jamais on me demandera d'être ministre de l'Éducation. Et c'est de penser que les ministres de l'Éducation font l'éducation au Québec. C'est un leurre. En 30 ans, il y a eu, en 30 ans, 88 à 2018, il y a eu 17 ministres. Ils n'ont pas été là plus de 2 ans, personne. Alors, ça a été un peu moins de 2 ans. Je les ai tous vus, je les ai tous analysés un après l'autre depuis 1986. Je m'occupe de ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du monde qui ont inventé pour être visibles dans les médias pendant le 6 mois, le 8 mois, le 12 mois, le 15 mois où ils ont été là, un nouveau truc. On a sorti ça, on a sorti ça, on a sorti ça. Mais le ministère, un de mes collègues disait, c'est une forteresse imprenable. C'est des divisions, c'est une bureaucratie extrêmement complexe. Aucun ministre arrive à diriger son ministère, et encore moins à diriger l'éducation. Donc, arrêtons de mettre l'accent sur les ministres. Les ministres ne sont pas là pour faire la job. C'est pas ça le problème. Et de tout le monde que j'ai connu comme ministre, ça va à l'encontre de mes idées politiques, de mes valeurs même jusqu'à un certain point. Le seul que j'ai trouvé respectable dans les 35 dernières années, c'est Claude Rahune. Un libéral notoire. Mais c'est un homme qui considérait... Non, je parle depuis 85. Gérard Lajoie n'était plus là. Alors, c'est quelqu'un pour qui l'éducation avait un sens, pour qui l'instruction avait un sens, et il n'est pas arrivé en disant « vous allez faire ceci, cela, cela ». Il est arrivé en essayant de
faire en sorte que les conseillers pédagogiques, les conseillères pédagogiques et des gens qui connaissaient l'éducation réfléchissent ensemble à comment faire les choses. Oui. Mais il était là Mais aussi revenons moins de 2 ans. à la Donc, question de non, fond, la les question de fond- priorités, les priorités. pas comme Ministre ou ministre, pas, les là? Ministre priorités, ou pas? bien sûr. Vous avez un pouvoir de vous avez un pouvoir d'agir Je ne concrètement. crois pas à ça, le pouvoir d'agir, moi ou Pierre Jean-Jacques. Ça Bon, n'existe d'accord. pas dans des sociétés OK. capitalistes Théoriquement, comme ça. quelles Non, sont les la priorités? théorie, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt pour moi, si on croit à un autre système d'éducation, si on croit à une autre école, ben, il va falloir que tout le monde ici se sente concerné, que tout le monde ici ne dise pas ce qu'ils ont lu dans le journal, y compris le Devoir, parce que ce n'est pas toujours la vérité. Que tout le monde s'informe et tout le monde se regroupe pour faire à son échelle un petit quelque chose. C'est ce qu'on appelle un mouvement social. C'est ça qu'il faut, d'après moi. Parfait. Oublions le ministère de Je l'Éducation. peux-tu vous rappeler, parce que j'ai l'âge pour ça, quand... On a presque le même âge. Oh non, t'en as pas mal moins que moi. Quand le Sage est arrivé au pouvoir, la campagne, on est Duplessis est mort depuis pas longtemps. Il a été remplacé par un gars extraordinaire, mais qui n'a pas vécu assez longtemps, qui s'appelait Paul Sauvé. Mais donc, on sort de la grande... On est en train de sortir de la grande noirceur, et ces gens-là annoncent d'avance comme programme électoral la nationalisation de l'électricité et la création d'un ministère de l'Éducation. Il fallait être culotté en tabarnouche. Et ce qui, je pense, qui manque dans nos partis politiques, c'est l'audace de proposer des choses qui ne seraient pas populaires électoralement. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait René Lévesque là-dedans, il n'y avait pas le Gérin Lajoie. C'est des gens qui ont pris leur bâton de pèlerin pour aller convaincre les gens pendant la campagne électorale, au lieu de faire des discours, convaincre les gens de la nécessité d'un ministère de l'Éducation, parce que c'était l'Église qui menait tout jusque-là. Donc, il y a des moments où les individus font la différence également Oui, oui. et entraînent Oui, le entre mouvement autres social. choses, oui. Voilà. Monsieur Lessard, pour terminer, Oui. vous êtes ministre, jouez le jeu, là, vous êtes ministre. Bien, ce que j'avais écrit sur mon bout de papier, finalement, c'est pas certain qu'un ministre peut faire ça. Mais si ça se fait, il va être obligé de faire quelque chose parce qu'il y aura un mouvement, il y aura une opinion publique qui bouge, il y aura des gens qui voudront des changements, il va être obligé de bouger. C'est peut-être comme ça qu'il faut travailler les choses parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas, les leaders poindre. J'aurais une série de choses très précises, très concrètes à faire, là, genre financement de l'enseignement privé, etc. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de 3 choses qui sont de l'ordre des représentations. Soit des mythes qu'il faut enfin crever, ou soit des représentations qu'il faut corriger. La première représentation, ou le premier mythe qu'il faudrait corriger, c'est qu'on est bon au Québec en éducation, puis que notre modèle social-démocrate, qui est donc performant, le prouve, et que etc. nous avons un système tellement équitable. De quoi nous plaignons-nous? C'est quoi ces gauchistes-là qui viennent nous dire que notre système est inéquitable ou inégalitaire? Il y a un mythe là, qu'il faut défaire. On vit, et nos politiciens vivent avec l'idée que, peut-être à la marge, il y a des petites affaires à corriger, mais fondamentalement, c'est merveilleux notre système. Et je crois qu'il faut défoncer ce mythe-là. Il y a un effort de lucidité qu'il faut documenter. Il y a donc un enjeu de connaissance. Là, je m'adresse à mes collègues universitaires. Il faut décrire ces réalités-là. Ça ne prend pas nécessairement des données probantes, là, mais ça prend des données scientifiques. Hein? Oui. C'est mon premier point. Oui. Il faut qu'on cesse de se représenter comme c'est beau, on travaille bien. De se flatter la bedaine. On n'est pas américain. Notre système est bien meilleur que celui des États-Unis, comme si c'était une référence. On est plus égalitaire, etc. Okay. Ouais. Okay. On n'est pas la France. On évite nos deux modèles négatifs, donc on est parfait. Un instant, là. En tout cas, par rapport au modèle dit sociodémocrate, la Finlande ou des pays scandinaves, on est loin du compte. Bon, c'est ce que je soutiendrai. C'est la première chose. La deuxième affaire dont il faudrait franchement faire une conversation au Québec, à l'intérieur du système public, ce n'est pas les projets particuliers, sauf même si j'aurais quelque chose à dire là-dessus, c'est il y a une représentation qu'on peut faire marcher le système sans les enseignants. Qu'on peut avoir un appareil de gestion efficace, moderne, axé sur les résultats,
qui fonctionne avec les nouvelles méthodologies, de communautés d'apprentissage professionnel. J'aime ça, les communautés d'apprentissage professionnel. Ce n'est pas de ça que je veux discuter, là. La manière dont on les utilise, c'est l'usage qu'on veut en faire dans certains coins. Mais j'entends parfois, de la part de cadres scolaires, de directeurs d'école, de directeurs généraux, je ne veux pas généraliser, là, ou des gens du ministère, il y a comme une idée maudite que le système marcherait bien, ces enseignants n'étaient pas là pour freiner tout. Pour freiner tout. OK? Bon. Ça, il faut se le dire à un moment donné, là, puis il faudrait mettre ça sur la table. Et puis, oui, celles et ceux qui regardent l'Ontario, je peux-tu vous dire que l'Ontario, quand elle a commencé en 2003 à revoir ses affaires, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est assurée de l'assentiment éclairé des enseignants, des 4 syndicats d'enseignants, revenir à l'ensemble de leurs projets axés sur la littératie et la numératie. Okay. Et oui, ça a passé par une augmentation de salaire au début. Oui. Bon. Alors, si l'Ontario a progressé et redressé un certain nombre de choses, elle ne l'a pas fait malgré les enseignants. Avec. Oui. C'est mon deuxième affaire. Donc, reconnaissance politique et professionnelle, au fond. Oui, tout à fait. Et cette espèce de théorie là, qu'on peut s'en passer, rien ne se fait en éducation sans l'assentiment éclairé des enseignants. C'est vrai d'une maternelle, c'est vrai d'une école primaire, secondaire, d'un cégep puis d'une université. C'est bien de valeur, mais c'est les acteurs centraux, clés. Rien ne se fait sans eux. Je peux l'exprimer comme ça par la négative, mais on peut le formuler aussi de manière positive. Et pour conclure? La troisième chose, c'est, si j'étais ministre, je crois que je m'inspirais de Gérin Lajoie, et puis je ferais une tournée provinciale, comme il avait fait pour le Bill 60, puis j'essaierais d'éduquer les parents au Québec. J'essaierais de les éduquer, entre guillemets, puis de leur faire comprendre là, que leur stratégie individualiste, qui conçoivent le système comme un bien privé, qui oublie la dimension construction d'une citoyenneté collective, ça nous mène à un cul-de-sac, ça. Ça nous mène à un cul-de-sac. Je prendrais le bâton de pèlerin. Gérin Lajoie est l'exemple le plus, malheureusement, unique dans l'histoire du Québec des 50 dernières années. Mais René en Lévesque éducation, a fait la même chose. Mais en éducation, Gérin Lajoie... Ça se faisait dans ce temps-là. Mais c'est mon troisième point. Je crois qu'il faut que les parents soient un peu mieux sensibilisés à un certain nombre d'enjeux. Et en ce sens-là, oui, il y a peut-être un ministre qui devrait les confronter un peu. Leur rappeler qu'ils sont des citoyens. Tout à fait. Et pas seulement des consommateurs d'école. On est quand même en face de deux principes qui s'affrontent, qui peuvent s'affronter, et où les arbitrages ne sont pas faciles à faire. Alors j'aurais aimé un peu vous entendre. Quel arbitrage possible entre deux principes qui, à certains égards, peuvent paraître incompatibles. Oui. Et qui semblent légitimes tous les deux, parce que le parent qui dit « je choisis le meilleur pour mon enfant voilà. », c'est ma responsabilité envers lui, donc l'école privée ou enfin. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Alors, Suzanne Chartrand, brièvement, brièvement. Beaucoup de gens déjà. Là. Tous les parents ont le droit de choisir. Et donc, le parent qui choisit l'école privée, qui l'assume, et à ce moment-là, que l'école privée soit payée par les parents qui envoient leurs enfants à l'école privée. Ça, c'est réglé. Pour la question de l'école publique, donc tous ceux qui seraient à l'école publique, la question est de les éduquer aussi, les parents, en disant « Oui, vous avez le choix de choisir le meilleur pour vos enfants, mais est-ce que vous trouvez ça normal que d'autres enfants soient par défaut dans les moins bons choix parce qu'ils n'ont pas le choix? » Et donc, à ce moment-là, pensez toutes les formules possibles de voix enrichies, ceci, cela, mais avec des classes plus mixtes, avec moins d'élèves par classe et avec des conditions pédagogiques pour les enseignants différentes. Et je ne suis pas sûre que les enseignants, les parents, devant ce discours-là, diraient « Non, non, finalement, ce que tu viens de me dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est moi. » Il y en a qui feraient ça, mais je pense qu'on pourrait éduquer les gens à réfléchir autrement au bien des enfants. Alors, voilà, dans votre tournée pour éduquer les parents, éventuellement, comme ministre... J'amènerai Suzanne, ça, c'est sûr. Oui. J'amènerai Suzanne, ça, il n'y a pas de doute. Mais quel arbitrage? Parce que, ça sera jamais un arbitrage facile à faire, c'est certain. Mais en même temps, on ne peut pas se réclamer, on ne peut pas faire un absolu du libre choix sans regarder ses conséquences. C'est un peu ça le raisonnement de Suzanne. C'est qu'à un moment donné, quel que soit le principe, il faut regarder ce que ça fait sur le plan de la justice et de l'équité sociale. Et là, il faut essayer des fois de réguler puis de corriger des choses. Et à cet effet-là, je crois qu'on en offre, on en donne plus que ce que le client demande.
une certaine marchandisation, la croissance, la multiplication des projets. Je trouve personnellement, comme consommateur, il faudrait faire du ménage. Ça prendrait une étude approfondie de tout ce qu'il y a sur le marché scolaire. Il y a tout et n'importe quoi, je crois. Il y a des choses qui peuvent apparaître très valables, qui répondent à des besoins. C'est certain qu'il y a des enfants, qu'il y a des élèves qui ont des besoins très spécifiques, puis c'est vrai qu'il faut s'adresser à ça. Mais par exemple, moi, je m'interroge beaucoup. Beaucoup de cadres scolaires disent on a développé ces programmes-là pour maximiser la persévérance scolaire et la motivation aux études. Par exemple, pour contrer le décrochage scolaire. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ils ne sont pas en milieu défavorisé, ces projets-là? Pourquoi, si c'est pour ça qu'on les a faits, si c'est pour maintenir la motivation, assurer la persévérance scolaire, pourquoi on les fait à Ville-Mont-Royal, et puis à Outremont, et puis à Sillery? On donnait des exemples. Vous comprenez? De Québec. Il y a comme une espèce de détournement par le milieu scolaire. Oui, oui. Je m'excuse, là, mais il y a un détournement du milieu scolaire d'une réponse qui pouvait se justifier, un sport-études en milieu défavorisé, ça peut être une sacrée bonne idée. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui. Ce qu'on avait vu au Conseil supérieur, c'est que la répartition, ce qu'on avait comme indication sur la répartition géographique des projets particuliers en fonction des écoles, il y avait, avec l'indice de défavorisation des établissements, je te dis qu'on voyait très bien. En fait, le projet de recherche que je développe présentement, c'est sur la situation des petites écoles primaires en milieu rural. Selon vous, quel est l'avenir de ces écoles-là et comment aussi penser ou insérer leur réalité dans le système d'éducation plus large? On a le devoir. Une école, c'est une priorité pour un petit milieu. C'est le cœur d'un petit village. Ça aide même, on le sait, à garder les aînés dans un village. Donc, le gouvernement a la responsabilité. Quand je disais, je pense que j'ai dit en quelque part ce soir, puis si je l'ai oublié, là, je vais le dire, il fallait revoir le financement de l'école publique, l'augmenter et revoir qu'est-ce qu'on fait de ce financement-là. Et pour moi, il faut que les écoles de village vivent et ça prend un financement particulier pour ces villages-là. Oui. Donc, une sorte de statut particulier, mais ça veut dire accepter les classes multiniveaux, mais leur donner les moyens. Les enseignants l'ont toujours accepté. Ils l'ont toujours fait. Ce qu'on a dit, c'est pas normal que des enseignants passent plus de temps sur la route à se promener entre 7, 8, 9 écoles plutôt que de pouvoir passer du temps de qualité dans les écoles avec les élèves qui sont là. La vision de l'éducation de Jérémy Lajoie est un geste éminemment politique. Si vous voulez élaborer là-dessus sur comment, en fin de compte, se réapproprier cette mémoire. Bon. L'autre question. Comment se fait-il que, par exemple, l'école publique est de qualité, elle offre des services de qualité, elle offre un enseignement de qualité aux enfants? Comment se fait-il que des parents choisissent l'école privée? Les parents croient ça quand le Collège Saint-Charles-Garnier dit « Nous autres, c'est l'encadrement ». Mais l'effet école, ce qu'on appelle en recherche sérieuse, systématique, l'effet école de la supériorité des élèves du privé n'a jamais été établi. Jamais! Tout ce qui est là, c'est affirmé, c'est le beau discours, encore une fois. Le contraire a été établi récemment dans une étude de Statistique Canada citée par l'étude de Larose faite à la CSQ. Okay? C'est le contraire. Ce qui fait que les élèves, moi j'appelle ça l'effet Gretzky, ce qui fait que les élèves du privé réussissent mieux, ben c'est tous des Gretzky. C'est qu'ils ont été sélectionnés, c'est qu'il y a eu la triple sélection, la sélection de la fortune de la famille, la sélection du rendement scolaire, puis en cours de route, la sélection de qui ne nous convient pas, on jette dehors, l'école publique privée n'est pas obligée, n'a pas à assumer l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Bon. Alors, dans ce contexte-là, alors comment ça se fait qu'on ne traîne pas aussi, on ne vulgarise pas aussi la contrepartie? Cette étude, entre autres, de Statistique Canada, on ne peut pas les taxer de gauchisme beaucoup, bon, qui prouve à l'évidence que c'est pas parce que l'enseignement est meilleur, c'est parce qu'ils sont sélectionnés meilleurs. Au départ. Alors, ce que je dis souvent, c'est peu importe le coach, peu importe la patinoire, former une équipe rien que de Gretzky, je veux dire, dans toutes les positions,
vous allez tout gagner sur votre passage. Et vous n'auriez pas le droit de dire « Ah, c'est attribuable à l'organisation du club. » OK? Parfait. Merci, Le Antoine. propriétaire du club. Oui. Monsieur Lessard, là, vous brûlez de répondre. Oui, bien, ce que dit Antoine est tout à fait juste, là, mais je veux juste dire qu'il y a on n'a pas de données là-dessus. Il y a peu d'études au Québec sur ce que les parents, sur les critères que les parents utilisent pour choisir l'établissement de leurs enfants. Il y a une étude française qui a été faite par une sociologue qui s'appelle Agnès Van Zanten. Elle a interviewé quelques centaines de parents pendant un bout de temps. Puis elle a trouvé 3 affaires que les parents combinent. Puis je pense que c'est transposable avec des dimensions concrètes différentes, là, étant donné les 2 systèmes. Mais en général, les parents de classe moyenne recherchent un établissement qui va assurer un développement intellectuel de valeur à leurs étudiants. C'est ta dimension humaniste, là, OK? Ils veulent ça, OK? Ils veulent ça. Ils veulent qu'ils aient une culture générale. Deuxièmement, ils veulent qu'ils soient armés pour la vie. Ça veut dire qu'ils veulent que cette culture générale-là, là, elle soit transférable, elle soit utile, qu'ils apprennent l'anglais, tiens, au Québec, qu'ils apprennent l'anglais. Ça aide pour la vie. Okay? Ou qu'ils apprennent l'informatique. Okay? Des choses armées pour la vie, se préparer à la vie. Pas nécessairement des compétences monnayables sur le marché du travail immédiatement, là, on parle du primaire et du secondaire, mais des choses qui sont utiles pour la vie. Bon, on pourrait allonger la liste. La troisième, l'épanouissement personnel. Les parents de classe moyenne veulent que l'expérience scolaire soit positive pour leur enfant, qu'il se construise, qu'il ait du plaisir un peu à l'école, que ses copains soient intéressants, qu'il se fasse des amitiés, des réseaux, qu'il ne souffre pas de l'intimidation, du harcèlement, du taxage. Ça, je l'exprime négativement, là. Ouais. Ou qu'il ait des profs bienveillants. OK? Bon. Combinez ça comme vous voulez, là, s'il s'agit de José qui fait le choix, ou si c'est moi, ou si c'est quelqu'un d'autre. Combinez ça comme vous voulez, mais bien des parents, quand ils regardent ces affaires-là, puis qui sur un curseur qui classe des écoles, vont finir par dire, ouais, bien, peut-être que pour les armées, pour la vie, là, une bonne école privée où ils vont se faire un bon réseau de... c'est ça, c'est l'aspect ascenseur social. Oui, bien sûr, ça joue. Oui, mais de façon générale, et puis, il y a des écoles... À 60 les parents disent c'est parce que les élèves réussissent mieux. Oui, c'est vrai. Ce qui est faux. Mais non, mais, et c'est ça qu'ils disent. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis convaincu que c'est une gang de Gretzky qu'il y a dans cette école-là, moi, je veux que mon enfant soit avec les Gretzky. C'est bien mieux qu'avec la gang de poche du Canadien de Montréal. Exactement. Belle image. Ben non, mais alors, si tu le conçois comme ça, le choix est rationnel. Oui. Je vais donner José Scalabrini. Plate, là. Oui. On s'entend sur le fait que les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Ça, on est tous d'accord. Mais la dimension plate que je suis obligée d'amener, le fait que les gouvernements successifs ont créé l'école qu'on a et qu'on passe notre temps à être obligés de se battre pour des conditions de travail, de se battre pour améliorer ce qu'il y a dans nos écoles, bien, il y a une image négative qui persiste et qui fait que le parent va dire, bien, si c'est vrai que c'est épouvantable que ça dans l'école publique, je vais aller vers l'école privée. Et c'est là la distinction entre, à un moment donné, il faut être capable de la valoriser, notre école privée, et ne pas toujours... Notre école publique. Notre école publique, ne pas toujours seulement être en revendication, parce que la valorisation peut nous permettre cette revendication aussi, trop souvent oubliée. Ça, c'est vraiment... vous devez vous sentir dans un piège par moment, là? Régulièrement. C'est effrayant. D'essayer de valoriser ce qu'on essaie de corriger si fort en la dénonçant. On est capable de donner l'image que ce qui est public n'est pas bon, mieux on attire vers le privé. Et nos dirigeants veulent attirer vers le privé, mais on ne peut pas ne pas revendiquer. Donc, ce que je dis, c'est si on est capable de passer par la valorisation, ce qu'on a décidé de faire, nous, comme organisation, il y a plusieurs années, dire on va travailler sa valorisation, on va se permettre de parler de ce qui est beau, de ce qui est extraordinaire dans nos écoles publiques, et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Oui. Monsieur Lessard. Non, je voulais juste ajouter une petite affaire dans les critères des parents. Les désirs des enfants. Les parents de classe moyenne élèvent leurs enfants au nom de l'autonomie, ils leur laissent une marge de manœuvre. Ils les écoutent, ils les consultent, ils les amènent dans les portes ouvertes. Non, mais c'est vrai. Ils les amènent dans les portes ouvertes. OK? Puis là, fiston dit, oh, ici, là, je ne suis pas sûr que je vais aimer ça. Ou bien, non, papa, je vais aller là parce que j'ai des amis qui vont là. Okay? C'est pas
Papa qui décide au nom de sa conception de l'ascenseur social, là. Vous avez absolument raison. C'est Je fiston pense qui que- dit « Mes chums vont là, puis je vais y aller. » Puis les parents, qui sont des parents de classe moyenne, qui ont des valeurs de classe moyenne, qui respectent l'autonomie qui est en train de se construire de l'enfant, Et qui ont fait des enfants négociateurs. et qui ont fait des enfants négociateurs, vont respecter ça. Parfait. C'est pas blanc-noir, cette affaire-là. Là. C'est Tout pas, à fait. c'est pas Merci. Qui a légitimité pour agir dans des débats comme ça qui touchent à énormément d'expertise simultanément? 2 mots pour la personne qui parlait du travail en programmation informatique pour développer les facultés métacognitives. Je veux bien, mais il y a 1000 autres choses aussi qui peuvent les développer. Mais la conceptualisation en histoire, le travail en mathématiques sur des abstractions pures, le travail en grammaire, et je pourrais le nommer dans toutes les disciplines scolaires, c'est travailler aussi à développer des facultés métacognitives. Donc, est-ce qu'on va ajouter des nouvelles dites disciplines qui ne sont pas les disciplines scolaires au sens historique du mot discipline scolaire, avec les changements de société? C'est ce qu'on fait depuis 30 ans, et pour moi, c'est un fiasco. L'autre chose, qui est légitime pour parler d'école? Moi, j'ai mon expérience. J'ai 50 ans là-dedans, et puis j'étudie beaucoup ça depuis ces 8 mois, 1 an, là, à haute dose. Je sais une parcelle. Monsieur a étudié encore plus que moi, a été là-dedans encore plus longtemps que moi, et en sait une parcelle, et ainsi de suite. C'est tous nous autres qui avons quelque chose à dire, une expérience à partager avec d'autres, à confronter des opinions bonnes, moyennement bonnes ou pas bonnes selon notre voisin ou notre voisine. Et c'est ça, la société. C'est ça qui ferait que l'école serait un enjeu social parce que chaque citoyen de cette société se sentirait autorisé à en parler et à discuter de ça. Et c'est ça qu'il faut créer. Et c'est ça que la Révolution tranquille a essayé de créer et a réussi en partie. Je vais faire par exprès pour vous provoquer. Ultimement, ce n'est pas une question d'expertise. C'est pas une question d'expertise. Non, expertise Au sens technique du terme. Ultimement, la légitimité des intervenants en éducation, c'est la légitimité des citoyens. Parce que l'éducation, c'est une responsabilité collective, c'est un bien public. Alors, quiconque est citoyen a non seulement un droit, mais un devoir de participer à la conversation collective autour de l'éducation. Les experts et les chercheurs contribuent à partir de leur point de vue. Okay. Ils aident à comment je pourrais dire ça? Ils peuvent rendre raisonnable la conversation ou le débat ou la discussion parce qu'ils amènent entre guillemets, des analyses qui tendent vers une certaine objectivité. Mais il y aura toujours un saut entre ce qui est de l'ordre du fait ou de l'analyse puis ce qui est de l'ordre de ce qu'il faut faire comme choix collectif. Okay? Et là, les experts sont sur le même pied que n'importe quel parent, que n'importe quel citoyen, que n'importe quel leader syndical. Lorsqu'on passe de l'analyse ou de l'expertise formelle à l'engagement, ce soir, on a été à cheval sur les deux. C'est évident qu'à travers nos analyses, à travers notre point de vue, il y a bien plus que des faits objectifs qu'on a mis sur la table, là. Bien plus que ça. Il y a nos conceptions de l'école publique, il y a nos conceptions de ce que c'est qu'une bonne éducation primaire secondaire. Ça m'apparaît évident. Okay? Mais ça ne me rend pas... Quand je fais ces affirmations-là, je ne suis pas plus légitime ou illégitime. Ou illégitime que quiconque participe à la conversation sur la place publique. Mais on comprend que l'action sera collective. Et méfiez-vous des experts. Méfiez-vous des experts qui ne font pas ces distinctions-là. Madame Scalabrini. Ce que je m'étais préparée à dire, c'est une fois qu'on aura fait toutes ces analyses-là, on aura pris le temps de faire de belles grandes réflexions, donnons du temps au milieu pour que les enseignants ensemble trouvent ce qui est bien pour leur milieu. On a décidé de ne pas envoyer nos enfants à l'école, de faire ce qu'on appelle l'instruction en famille. Ah oui, OK. Ce soir, vous m'avez encore plus convaincu dans mon choix. Et puis j'aimerais vous poser la question, bon, s'il fallait que j'envoie mes enfants à l'école, je vais essayer de ne pas être trop émotif, ben, j'aimerais ça que vous me donniez peut-être un peu plus le goût. Je considère que je fais la plus belle profession au monde. J'adore mon métier. Souvent, des gens essayent de me faire dire « Mais pourquoi tu es représentant syndical si tu aimais ta job? » Parce que malheureusement, j'avais une trop grande gueule. Et que parce que je nommais des choses, parce que je défendais des choses, bien,
tranquillement, on m'a poussé vers là, mais je continue à dire qu'au Québec, on a quand même un beau système et que les enseignants ont tenu ce système-là à bout de bras. Là, on est dans une crise où on dit on a besoin d'aide pour continuer à développer cette école publique-là. Mais vous ne m'entendrez pas dire qu'on n'a pas, malgré tout ce qu'on a décrit ce soir, qu'on n'a pas une belle école. On a une école qui a besoin d'amélioration, qui a besoin de redevenir ce qu'elle a été, mais je crois encore à l'école publique et je suis convaincue que si on se branche sur ceux qui font l'école au quotidien, sur ceux qui vivent l'école au quotidien, on est capable de redevenir l'école qu'on était, mais qu'on arrête de valoriser l'école privée. Ces problèmes-là, je comprends qu'on les vit au public, là, mais est-ce qu'au privé, il n'y a pas de problème d'insertion professionnelle? J'essaie de comprendre. Ben c'est ça, donc c'est la même chose au public et au privé. Non, c'est pas comme la un même problème. Non. Les problèmes de précarité sont beaucoup moins grands. On embauche et on les garde. Okay. Alors, les problèmes d'insertion sont beaucoup moins grands. Les problèmes d'absence de ressources dans tous les problèmes de difficultés de comportement, d'handicap physique, mentaux, etc., sont beaucoup moins blancs parce qu'ils ont 5 de la population. Le 95 se retrouve donc, au les public. conditions de travail sont meilleures. L'ensemble des facteurs sont différents et effectivement, c'est pour ça que... Donc, quand on parle de revaloriser la profession, ces choses comme ça, c'est vraiment à l'intérieur de l'école publique y où c'est compris plus privé. nécessaire. La profession, enfin, la profession, c'est autre chose, mais le travail enseignant doit être valorisé partout, y compris dans le privé. Mais la question, les thèmes sur lesquels on a travaillé davantage ce soir, sur lesquels on s'est exprimé davantage ce soir, ce sont les thèmes qui sont majeurs dans l'école publique d'aujourd'hui. Par contre, je ne serais pas d'accord avec Mme Scalabrini là-dessus. On ne reviendra jamais à l'école d'hier puis d'avant-hier. Je disais avec une de mes collègues qui a enseigné comme moi à la fin des années 60 au Québec que on n'avait jamais vécu dans nos classes les drames au quotidien que des femmes belles, intelligentes, cultivées, passionnées par le métier me racontent qu'elles vivent aujourd'hui. Jamais. Alors, ça veut dire que l'école fin des années 60, 70 et l'école des années 2010, c'est deux écoles différentes. On ne reviendra pas à celle de 70. La société continue à avancer, les idéologies se transforment, la culture se transforme. Ce qu'il faut, ce n'est pas juste de régler les problèmes de pénurie, d'argent, etc. C'est aussi refuser le type d'éducation, le type d'instruction qu'on veut donner. On n'en a pas parlé ce soir. Moi, je ne suis pas satisfaite des programmes du ministère de l'Éducation. Je ne suis pas satisfaite que le mouvement syndical n'intervienne plus sur les contenus de l'école, ce qu'a fait la CEQ ardemment dans les années 70 et ce que la FAE a voulu faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est former des enfants, instruire des enfants, éduquer des enfants. Le ministère dit qu'il y a 4 objectifs au système, à l'école. Non, 4. Il dit instruire, éduquer, socialiser et qualifier. Bien, ça n'a pas de bon sens. Qualifier, ce n'est pas la job de l'école primaire et secondaire. La socialisation, c'est ce qui se construit par l'instruction et par l'éducation. Ce n'est pas une affaire juxtaposée. Et l'instruction et l'éducation, c'est encore autre chose. On est dans des confusions non seulement conceptuelles, historique et politique totale. Il faut réfléchir encore au système d'éducation dans ses valeurs mêmes et dans ses contenus mêmes, ce qu'on fait très peu, voilà, y compris dans les facultés de sciences d'éducation. De tous les gens que j'ai connus de mon parcours qui ont fréquenté l'école privée, justement, la question qui me pose la plus souvent, justement, par rapport à cet enjeu-là, c'est demain matin, si vous êtes ministre de l'Éducation et vous cessez les financements de l'école publique, qu'est-ce qui lui arrive à cette école privée? Ce qui est proposé, entre autres, par le mouvement L'École Ensemble, c'est l'intégration des écoles privées au système public, l'intégration de tous les personnels qui le veulent. Et s'il y en a qui veulent absolument rester dans un ghetto, ils pourront le faire. Mais l'idée, c'est que tous les personnels, et ça se fait pendant plusieurs années, ça ne se fait pas du mois de juin au mois de septembre, et les écoles, même dans leur structure et dans leur projet d'école, puissent s'intégrer au système public et ensuite vivre avec les contraintes et les possibilités de l'école publique. Pour monsieur qui choisit avec sa conjointe de mettre ses enfants, de faire l'école à la maison,
c'est un choix qui, quant à moi, est un mauvais choix parce que l'école est le lieu majeur de socialisation. C'est là qu'on apprend à vivre avec les différences. Mais ce n'est pas sa première vocation, disiez-vous tout à l'heure. C'est un lieu majeur, mais c'est un lieu, c'est en conséquence de, c'est un lieu comme ça. Et donc, si on veut faire des citoyens responsables, d'apprendre à vivre avec d'autres et d'avoir à négocier avec d'autres au quotidien dans une classe, dans un lieu, dans une institution qui est l'école, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est que l'ensemble des savoirs que vous allez pouvoir donner à vos élèves, ils pourraient les donner. Et si ces enfants-là sont plus avancés que d'autres sur le plan cognitif, sur le plan culturel, ils peuvent être des facteurs motivants dans une classe. Alors, toutes les écoles de campagne, moi j'étais dans une école de campagne première, deuxième, troisième année. En première année, la sœur me disait, Suzanne, occupe-toi des plus petits. J'étais les plus petites moi aussi, j'étais en première année. Mais c'est parce que j'étais une famille dont les frères et les sœurs avaient déjà été à l'école avant moi. Je suis arrivée à l'école, je savais lire et écrire. Mais on a tout le temps été amenés à aider les plus faibles dans nos classes. Et ça se fait encore dans la région de Mont-Laurier. Il y a 5 ans, ma belle-sœur faisait ça. Donc, c'est possible, une mixité, y compris culturelle, dans la classe pour permettre aux plus forts, non pas de s'ennuyer, mais d'aider. Et c'est ça l'idée, qui ferait une société plus juste, plus démocratique et moins barbare. Monsieur Lessard? Oh, je dirais simplement à monsieur qu'on a de l'expérience là-dedans au Québec. On a déjà fait ça, intégrer des institutions privées dans le réseau public. C'est une des choses que Gérin Lajoie a faites des années 60. Les communautés religieuses ont accepté de renoncer à leur... Ils n'ont pas eu le choix. On les a payés convenablement. Mais dans certains cas, ils ont choisi de rester au niveau collégial et d'investir leurs compétences au niveau collégial. Il y a plusieurs cégeps qui ont d'abord été mis sur pied par des communautés religieuses à l'époque. Mais on sait faire, on l'a déjà fait ça. Intégrer des institutions privées dans le réseau public, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne resterait de privés que des vrais celles privés qui ont les moyens de l'être. Moi, je ne suis pas contre l'idée d'un système privé, ben non. à condition qu'ils s'assujettissent aux mêmes exigences que les écoles publiques, celles du ministère en général. Okay? Il faut peut-être réfléchir s'il ne faut pas regarder s'il n'y a pas moyen de voir, de ralentir ou de valoriser autre chose. Pensons par exemple à l'enseignement professionnel. Monsieur parlait tantôt de la Suisse. J'ai une expérience de la Suisse. L'enseignement professionnel en Suisse, c'est fondamental, c'est important. Ici, c'est rien. C'est une voie de garage. Est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Est-ce qu'on doit maintenir tous les élèves handicapés et en difficulté d'apprentissage jusqu'à la maîtrise? Je pense que non. C'est un des dossiers les plus frustrants qu'il n'y a pas au Québec. C'est étonnant que depuis 50 ans, on n'a pas été capable, à l'intérieur de l'école et dans la société en général, nous savons ensemble, là, de faire en sorte que l'enseignement professionnel au secondaire soit autre chose qu'une voie de relégation, que de l'occupationnel en attendant qu'il arrive quelque chose. Au cégep, c'est une réussite, l'enseignement technique. On peut se dire qu'on a réussi à la fois la dimension de formation générale au cégep, à sauver en tout cas une certaine formation générale, puis on a effectivement fait quelque chose de solide sur le plan de la formation technique, la formation des techniciens. Mais au secondaire, on n'y est pas arrivé. Ce qu'on a constaté dans l'analyse qu'on avait faite au Conseil supérieur en regardant les statistiques, c'est que c'est comme si dans la mentalité des gens, c'est devenu post-secondaire. Les diplômés... C'est devenu post-secondaire. Les diplômés actuels de la formation professionnelle au secondaire ont fini leur DES avant. Ils vont dans un centre de formation professionnelle, la majorité, ayant à peu près complété ou étant en train de compléter leur DES. Diplôme d'études secondaires, pour ceux qui c'est pas des programmes parallèles ou coordonnés pendant leur scolarité du secondaire, comme c'est au cégep entre la formation générale et la formation technique. C'est un autre programme, comme à l'éducation des adultes. C'est un autre programme qui est à l'extérieur de la formation générale des jeunes. Déjà ça, là, ça dit quelque chose. Non, mais là, comment tu m'expliques, Claude? Puis ils finissent leur secondaire, puis là, ils sont intéressés par un métier. OK? Puis ils vont faire un DEP, ayant déjà fait un DES. Mais je pense qu'on traîne aussi des relents... C'est curieux, mais c'est comme ça. Des relents d'une dimension de la Révolution tranquille. On était tellement sous-scolarisés que tout était là, y compris celui que vous avez reproché à Gérin Lajoie, mais il était à l'époque en tabarnouche, qui s'instruit, s'enrichit. D'abord, ça pouvait vouloir dire aussi l'esprit, mais cette idée qu'on était plus que des porteurs d'eau, des locataires, tout ce que tu voudras, là, je pense, à Félix Leclerc,
ça a fait que finalement, je pense qu'on s'est mis collectivement à mépriser un peu les métiers manuels. Et à survaloriser le parcours Et à universitaire. ben oui. Ou à Avec- considérer... excusez-moi, je vais juste finir. Avec c'est l'avènement pas à l'école d'un qu'on les nouveau... apprend. Non, mais d'un... oui, mais non, je ne vais pas parler beaucoup. Avec l'avènement d'un nouveau métier, un nouveau niveau, beaucoup plus valorisé, celui de technicien à travers le cégep. Non, mais moi, ce que Alors, j'ajouterais la à ce que tu transition dis... n'est pas faite encore. Ce que C'est j'ajoute- vrai qu'on boude encore les métiers manuels. Les métiers d'autrefois, on les boude encore. Mais ce que j'ajouterais, moi, c'est que c'est possible qu'au Québec, on considère que l'école n'a rien à faire d'un métier manuel, qu'elle ne serait pas bonne pour faire Oui, ça. ça Que ce qu'il y aurait de pourrait être, mieux, c'est de l'apprendre dans le compagnonnage, Oui, oui. sur le marché Après, du c'est ça aux travail. entreprises, Tu comprends? autrement dit. Que scolariser la formation au métier manuel, mon Dieu, C'est comme ça qu'en Suisse, ils font ça depuis des je siècles. sais, En mais Allemagne, j'essaie de comprendre oui. pourquoi Mais ça... le gouvernement veut le prendre en main. Là. On vient de Non, vivre il veut le quand donner aux même, entreprises. il y a Ah! un mois, là, Non, un non. grand événement ah ben, de la oui. FP. Ah ben, il y avait quand même non, non. 350 invités, Non, non. des hommes Non, non. d'affaires, des Oui, c'est directions, ça. des commissions scolaires. C'est ça. Sur 350, on était quand même à peu près 8 ou 9 représentants syndicaux. C'est-à-dire enseignants, là. Il n'y avait aucun enseignant à cette rencontre-là. Et quand on dit les solutions ne viennent jamais d'en bas, il y a des gens en haut qui savent ce qui est bon pour l'éducation au Québec. Voilà, Comme donc Dieu le tout Père, va bien comme Dieu aller le Père. si les gens qui savent pour l'école publique. Alors écoutez, on s'arrête sur cette note un peu aigre-douce, je dirais.